Alpha Centauri est le système stellaire le plus proche de notre Soleil. Tous les manuels d'astronomie vous diront qu'elle se trouve à seulement 4,24 années-lumière. Ce nombre paraît faible. Cela semble gérable. Cela semble être une première destination raisonnable pour une civilisation interstellaire. Ce n'est rien de tout cela. Si vous convertissez cette distance en kilomètres, vous obtenez environ 40 billions. Si l'on calcule le temps qu'il faudrait à notre vaisseau spatial le plus rapide pour franchir cet écart, la réponse est plus de 70 000 ans. Quand on réalise que même à 20% de la vitesse de la lumière, le voyage dure encore plus de 2 décennies, et que le signal de retour met 4 ans de plus, le nombre cesse de paraître petit. L'étoile la plus proche n'est pas proche, c'est un mur. Et voici à quoi ressemble réellement ce mur. Si vous aimez voir votre perception de l'échelle cosmique constamment recalibrée, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime ». Et si vous souhaitez découvrir d'autres voyages comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Cela aide vraiment plus que vous ne le pensez. Commençons maintenant. Il existe un système stellaire que tous les étudiants en astronomie étudient dès la première semaine de cours. Elle figure dans tous les manuels d'introduction, sur toutes les cartes stellaires, dans tous les documentaires sur la recherche de vie extraterrestre. Elle porte un nom que la plupart des personnes ayant même un intérêt passager pour l'espace ont déjà entendu au moins une fois. Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche du nôtre. Elle se situe dans la constellation australe du Centaure, visible comme l'un des points lumineux les plus brillants du ciel nocturne pour les observateurs situés au sud d'environ 40 degrés de latitude nord. À l'œil nu, cela ressemble à une seule étoile brillante. À travers un télescope modeste, on distingue 2 soleils distincts orbitant l'un autour de l'autre dans une lente valse gravitationnelle qui dure environ 80 ans. Ces 2 étoiles sont appelées Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Une troisième compagne, beaucoup plus faible et bien plus éloignée de la paire, est une petite naine rouge appelée Proxima Centauri. Ensemble, ils forment un système stellaire triple. Et ce système porte un nom qui sonne presque séduisant. Les étoiles les plus proches de notre Soleil. Alpha Centauri. A est remarquablement similaire à notre Soleil. Il s'agit d'une étoile de la séquence principale de type G, légèrement plus massive, légèrement plus grande et légèrement plus lumineuse. Si vous pouviez vous tenir sur une planète située dans sa zone habitable, l'étoile au-dessus de vous semblerait presque familière. Alpha Centauri B est une étoile de type K, un peu plus petite et plus froide que le Soleil, mais qui reste une fournaise stellaire respectable et très brillante. Les 2 astres orbitent l'un autour de l'autre à des distances qui varient approximativement entre l'orbite de Saturne et celle de Neptune dans notre propre système solaire, se rapprochant et s'éloignant l'un de l'autre au cours de leur cycle de 80 ans. Ensemble, ils forment une paire binaire liée gravitationnellement depuis des milliards d'années, probablement du même âge que notre Soleil, soit environ 4,5 à 5 milliards d'années. Et puis il y a Proxima. Proxima Centauri est une naine rouge, dont la masse représente seulement environ 12% de celle du Soleil, et qui possède une luminosité infime, fraction de celle-ci. Elle est si peu lumineuse que, bien qu'étant l'étoile individuelle la plus proche de la Terre, elle est complètement invisible à l'œil nu. Il vous faut un bon télescope rien que pour le voir. Proxima orbite autour de la paire Alpha Centauri A et B à une distance énorme, d'environ 13 000 unités astronomiques, et met environ 500 000 ans pour effectuer une orbite complète. Pendant longtemps, les astronomes n'étaient même pas certains que Proxima soit lié gravitationnellement à la paire centrale. Ce n'est qu'en 2017 que des mesures de vitesse radiale ont confirmé ce lien. Proxima est membre du système. C'est juste un phénomène très lointain, très faible. Proxima Centauri détient actuellement le titre d'étoile la plus proche du Soleil. Sa distance par rapport à la Terre est d'environ 4,24 années-lumière. Alpha Centauri A et B sont légèrement plus éloignés, à environ 4,34 années-lumière. La différence est minime, environ 1/10 d'année-lumière, car Proxima se trouve du côté de son immense orbite qui nous fait face. Cette situation est temporaire à l'échelle cosmique. Pendant des dizaines de milliers d'années, Proxima dérivera sur son orbite autour du couple central et finalement, Alpha Centauri A ou B seront tour à tour l'étoile la plus proche de notre Soleil.
Mais aujourd'hui, c'est Proxima qui détient le record. 4,24 années-lumière, l'étoile la plus proche. Prononcez ce nombre à voix haute. 4,24 années-lumière. Il possède un son clair et compact. Cela s'intègre parfaitement dans une phrase. Il est facile à retenir et facile à répéter. Comparée à presque toutes les autres distances en astronomie, elle paraît petite. La Voie lactée mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. La galaxie d'Andromède se situe à 2,5 millions d'années-lumière. L'univers observable s'étend sur 93 milliards d'années-lumière. Comparé à ces chiffres, 4,24 paraît presque amical. Cela ressemble au genre de distance qu'une civilisation ambitieuse pourrait raisonnablement envisager de parcourir. Cela ressemble à un point de départ, à un premier pas, à un objectif réalisable. C'est l'illusion. Et c'est l'une des illusions les plus dangereuses de toute la science spatiale, car 4,24 années-lumière, ce n'est pas rien. Ce n'est pas gérable. Ce n'est pas une première étape raisonnable. C'est une distance tellement énorme que le cerveau humain n'a pas les capacités nécessaires pour la traiter correctement. Et le langage de l'astronomie contribue activement à la rendre plus accessible qu'elle ne l'est réellement. Commençons par déconstruire cette illusion par la conversion la plus élémentaire qui soit. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an, se déplaçant à environ 290 792 km par seconde. En un an, la lumière parcourt environ 9,46 billions de kilomètres. Multipliez cela par 4,24, et la distance jusqu'à Proxima Centauri s'élève à environ 40,1 billions de kilomètres. En toutes lettres, cela représente environ 400 000 milliards de kilomètres. En miles, cela représente environ 25 billions. En unité astronomique, l'unité de mesure standard où 1 UA équivaut à la distance entre la Terre et le Soleil, Proxima Centauri se situe à environ 268 000 UA. Ces chiffres dépassent déjà l'entendement, mais ils restent abstraits. Elles sont trop grandes pour avoir une signification hors contexte. Commençons donc par construire le contexte, élément par élément, en partant de la vitesse que tout être humain perçoit intuitivement comme rapide. La lumière est ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers. Rien qui transporte de l'information ou une masse ne peut voyager plus vite. Un rayon de lumière parcourt la distance entre la Terre et la Lune en environ 1,3 secondes. Il atteint le Soleil en environ 8 minutes et 20 secondes. Elle croise l'orbite de Neptune, la planète majeure la plus éloignée, en environ 4 heures. La lumière est si rapide qu'elle peut faire le tour de la Terre 7 fois et demie en une seule seconde. Il n'existe pas de vitesse plus extrême, pas de vélocité plus absolue. Et la lumière met 4 ans et environ 3 mois pour atteindre Proxima Centauri. Réfléchissez à ce que cela signifie. Un photon quittant la Terre en ce moment même, voyageant à la vitesse maximale absolue que la physique permet, n'atteindra l'étoile la plus proche qu'en 2030. Si vous pointiez une lampe torche vers Proxima Centauri ce soir, le premier photon issu de ce faisceau arriverait après la fin du prochain mandat présidentiel des États-Unis, après la tenue des prochains Jeux olympiques, après que des milliers de cycles se soient écoulés. Et c'est la traversée la plus rapide possible. Rien de massif ne peut rivaliser. Rien de ce qui a été construit par l'homme ne s'en est approché. Essayons maintenant de saisir le vide qui remplit ces 4,24 années-lumière. L'espace entre les étoiles n'est pas simplement vaste. C'est un vide auquel rien sur Terre ne peut vous préparer. La densité moyenne de l'espace interstellaire dans notre région de la galaxie est d'environ 1 atome par centimètre cube. Il s'agit d'un vide si profond que les meilleures chambres à vide de laboratoire sur Terre sont des millions de fois plus denses. Entre ici et Proxima Centauri, il n'y a presque rien. Aucun nuage de gaz significatif, aucune planète errante détectée, aucun astéroïde, aucune comète, aucun point de repère, aucun point d'intérêt. Une étendue de vide quasi parfait s'étendant sur 40 billions de kilomètres. Pour se représenter cette échelle, imaginez réduire tout le système solaire à une taille telle que le Soleil soit un ballon de basket posé sur la ligne médiane d'un terrain de football. À cette échelle, la Terre serait un petit grain de sable situé à environ 26 mètres. Jupiter aurait la taille d'une bille d'environ 130 mètres. Neptune, la planète majeure la plus éloignée, serait un petit caillou situé à environ 3-4 km du ballon de basket. La sonde Voyager 1
l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre, ne serait plus qu'un point microscopique, à environ 4,5 km du ballon de basket, après près de 50 ans de voyage continu. À cette même échelle, Proxima Centauri serait un autre ballon de basket situé à environ 7000 km de distance. Cela correspond approximativement à la distance entre New York et Rome, l'ensemble du système solaire, tout ce que l'humanité a visité ou même exploré par une sonde, occupe une région qui tient à quelques kilomètres de la taille d'un ballon de basket. L'étoile la plus proche se trouve sur un autre continent, et entre ces deux ballons de basket, sur ces 7000 km de distance à l'échelle du modèle réduit, il n'y a rien. Aucune structure, aucune aire de repos, aucune destination intermédiaire. C'est tout simplement l'équivalent de traverser l'océan Atlantique et la majeure partie de l'Europe occidentale, sans rien d'autre que le vide sous vos pieds. Voilà la réalité que dissimule l'expression 4,2 années-lumière. On dirait un chiffre exploitable. C'est en réalité un abîme. Il existe une autre façon d'apprécier cet écart. Prenons l'exemple des signaux que nous utilisons pour communiquer avec notre sonde spatiale la plus éloignée, Voyager 1. Lancée en 1977, elle est actuellement l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre. Début 2026, elle se situe à environ 172 unités astronomiques du Soleil, soit environ 25,7 milliards de kilomètres. Un signal radio émis par la Terre atteint Voyager 1 en un peu moins de 24 heures. En effet, en novembre 2026, Voyager 1 devrait franchir pour la première fois le cap d'une journée-lumière complète depuis la Terre. Cela mérite qu'on s'y attarde. L'objet le plus éloigné jamais créé par l'humanité, après près de 5 décennies de vol ininterrompu à environ 17 km par seconde, est sur le point d'atteindre le point où un message en provenance de la Terre mettra une seule journée pour arriver. Proxima Centauri se situe à environ 1550 années-lumière. Après près de 50 ans de voyage, Voyager 1 a parcouru environ 600 de 1% de la distance qui la sépare de l'étoile la plus proche. Si l'on traçait une ligne sur un terrain de football pour représenter la distance totale jusqu'à Proxima Centauri, la progression de Voyager depuis 1977 se limiterait à une marque à peine à 6 cm d'une extrémité du terrain, soit la largeur de 2 doigts sur une ligne de 100 yards. Ce n'est pas une métaphore. Voilà le calcul. Le vide entre ici et Alpha Centauri n'est pas un vide comme l'est un océan ou un désert. Un océan est constitué de courants, d'îles et de systèmes météorologiques qui divisent la distance en portions gérables. Le désert recèle des oasis et des horizons, et la certitude qu'au-delà se trouve quelque chose d'accessible au cours d'une vie humaine. Le vide interstellaire n'offre rien de tout cela. C'est un vide sans caractéristiques, sans étape clé, sans échelle intermédiaire. C'est la distance à l'état pur, sans aucun élément susceptible de la rendre franchissable. Et voici ce qui rend cette distance particulièrement trompeuse. Alpha Centauri est brillante. Il s'agit du 3e système stellaire le plus brillant de tout le ciel nocturne, surpassé seulement par Sirius et Canopus. Pour les observateurs de l'hémisphère sud, il brille au-dessus de leur tête avec une magnitude apparente, combinée d'environ 0,27, ce qui en fait un élément proéminent et incontournable du ciel. Par une nuit claire à Sydney, Santiago ou Johannesburg, il est possible de sortir et d'apercevoir Alpha Centauri sans aucun instrument d'optique. C'est presque fini, on dirait un voisin. L'éclat incomparable de sa lumière crée l'impression instinctive que la source ne peut être très loin. Mais ce que vous voyez lorsque vous regardez Alpha Centauri, c'est une lumière qui a quitté le système il y a plus de 4 ans. Les photons qui pénètrent dans votre œil ont quitté Alpha Centauri A et B lorsque le calendrier terrestre indiquait 2021 ou 2022. Vous ne regardez pas les étoiles telles qu'elles sont. Vous observez où ils étaient et comment ils ont brillé des années, avant le moment présent. Et cet intervalle de temps est en lui-même une mesure de la distance. Chaque année de trajet de la lumière représente 9,46 billions de kilomètres d'espace vide que les photons ont dû traverser avant d'atteindre votre rétine. Cette luminosité est également trompeuse d'une autre manière. Alpha Centauri. A est intrinsèquement une étoile assez lumineuse, environ 1,5 fois la luminosité du Soleil. Mais la raison pour laquelle elle apparaît si brillante dans notre ciel est principalement due à sa proximité. Déplacer Alpha Centauri à 10 parsecs,
la distance standard utilisée pour mesurer la magnitude stellaire absolue, et sa magnitude apparente diminuerait jusqu'à une valeur peu remarquable d'environ 4,38 pour la seule composante A. Ce serait une étoile faible et insignifiante dans un ciel encombré. L'éclat d'Alpha Centauri est un artefact dû à sa proximité. Et cette proximité, en termes physiques absolus, représente tout de même 40 billions de kilomètres. L'être humain a évolué pour évaluer les distances grâce à des indices visuels. Les objets brillants paraissent plus proches. Les objets peu lumineux paraissent plus loin. Cette méthode heuristique fonctionne bien dans la savane africaine, où la luminosité d'un feu indique de manière fiable la distance qui sépare le campement. Elle échoue lamentablement en astronomie. Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, est presque 2 fois plus éloignée qu'Alpha Centauri. Canopus, le deuxième plus brillant, est plus de 70 fois plus éloigné. Dans le domaine stellaire, la relation entre la luminosité et la distance est dictée par la luminosité intrinsèque et non par la proximité. Et nos instincts visuels, malgré leur évolution, sont pires qu'inutiles pour interpréter ce que nous voyons. Lorsque vous regardez Alpha Centauri et que vous avez l'impression qu'elle est proche, votre cerveau applique une règle qui ne tient plus dès que vous quittez l'atmosphère terrestre. Abordons également le problème d'échelle sous l'angle du temps. L'existence d'Alpha Centauri en tant qu'étoile est connue des humains depuis des milliers d'années. Les navigateurs de l'Antiquité dans l'hémisphère sud l'utilisaient comme point de repère, mais nous ne connaissons sa distance que depuis moins de 2 siècles. En 1832, Thomas Henderson, à l'Observatoire royal du Cap de Bonne-Espérance, a commencé les observations de positions minutieuses qui allaient finalement permettre la première mesure de la parallaxe d'Alpha Centauri, le minuscule décalage apparent de la position de l'étoile causé par l'orbite de la Terre autour du Soleil. Henderson a calculé une parallaxe qui impliquait qu'Alpha Centauri était incroyablement éloigné. Si éloigné qu'il a d'abord retenu ces résultats car il soupçonnait qu'ils étaient trop importants pour être corrects. Il publia finalement, en 1839, après que Friedrich Bessel eut annoncé une mesure de parallaxe pour 61 Cygni l'année précédente. Henderson avait raison. Alpha Centauri n'était pas une lanterne à proximité. C'était un soleil lointain, séparé d'une autre par un vide qu'aucune technologie humaine de l'époque ne pouvait même envisager de franchir. Près de 2 siècles plus tard, nous avons mesuré cette distance avec une précision extraordinaire grâce à des engins spatiaux comme l'observatoire Gaïa de l'Agence spatiale européenne, qui a affiné les parallaxes stellaires à une précision de l'ordre du millionième de seconde d'arc. La meilleure mesure actuelle situe Proxima Centauri à une parallaxe de 761,64 milliards secondes, correspondant à une distance de 4,2465 années-lumière. Nous savons exactement à quelle distance il se trouve. Le nombre n'est pas incertain. Ce nombre n'est pas approximatif. La distance est établie avec une précision que Henderson n'aurait jamais pu imaginer. Et cette précision ne change rien au problème fondamental. Connaître la distance à 1/100e d'année-lumière près ne la rend pas plus courte. Cela ne rend pas le vide moins immense. Cela ne rapproche pas l'étoile la plus proche de 1 km de notre portée. La précision de la mesure et l'accessibilité de la destination sont totalement indépendantes. Et Alpha Centauri le démontre avec une clarté impitoyable. Il existe une autre dimension de cette illusion qu'il nous faut aborder avant de passer à la suite. C'est le mot le plus proche de lui-même. Dans le langage courant, le plus proche signifie accessibilité. L'épicerie la plus proche est accessible en voiture. L'hôpital le plus proche est celui que vous pouvez atteindre en cas d'urgence. L'ami le plus proche est celui que l'on peut voir le week-end. Ce mot sous-entend que la proximité signifie l'accessibilité. En astronomie, ce n'est pas le cas. L'étoile la plus proche n'est pas l'étoile accessible. L'étoile la plus proche est tout simplement l'étoile la moins inaccessible. La différence est extrêmement importante. Et c'est une distinction que les écrits de vulgarisation scientifique n'explicitent presque jamais. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre Soleil. De plus, selon tous les critères d'ingénierie actuellement disponibles pour la civilisation humaine, c'est totalement et absolument hors de portée. Facile d'accès, accessible en pratique, injoignable.
La technologie permettant d'envoyer un vaisseau spatial fonctionnel vers Proxima Centauri et de le faire arriver à destination du vivant d'un être humain n'existe pas. Il n'est pas en construction. Il n'est pas en phase de test. Les systèmes de propulsion fondamentaux qui seraient nécessaires pour effectuer la traversée en moins de quelques milliers d'années n'ont été construits à aucune échelle, par aucune nation et pour aucun but. L'étoile la plus proche est une destination que nous pouvons voir, mesurer, caractériser et étudier avec une précision extraordinaire depuis une distance de 40 billions de kilomètres. Mais nous ne pouvons pas y aller. C'est là le cœur de l'illusion. Alpha Centauri occupe une place étrange et inconfortable dans la compréhension humaine de l'espace. C'est suffisamment proche pour être vu à l'œil nu. Il est suffisamment proche pour être mesuré avec une grande précision. Elle est suffisamment proche pour que nous ayons déjà détecté des planètes autour de l'une de ces étoiles composantes. Mais elle est suffisamment éloignée pour qu'aucun système de propulsion jamais testé par l'humanité ne puisse amener un vaisseau spatial à proximité au cours de l'histoire humaine enregistrée. C'est à la fois la destination la plus accessible et la plus inaccessible de la galaxie. C'est l'étoile la plus proche et elle est très loin. Le système Alpha Centauri n'est pas simplement un point lumineux dans le ciel austral. Il s'agit d'un cas test. Il s'agit de la version la plus simple d'un problème qui se complexifie impitoyablement pour chaque autre étoile de la galaxie. Si nous ne pouvons pas appréhender la distance qui nous sépare de l'étoile la plus proche, nous ne pouvons absolument pas appréhender l'espace interstellaire. Si nous ne pouvons concevoir une mission réaliste vers Alpha Centauri, alors toute autre destination stellaire est encore plus désespérée. La distance qui nous sépare d'Alpha Centauri représente le seuil minimal des voyages interstellaires. Le défi absolu. Tout le reste est plus difficile, et le sol est déjà incroyablement haut. Nous connaissons les chiffres. Nous connaissons la distance en kilomètres, en unités astronomiques, en années-lumière. Nous savons combien de temps met la lumière pour traverser l'espace. Nous savons à quel point notre vaisseau spatial le plus rapide n'a comblé qu'une infime partie de cet écart en un demi-siècle de vol. Nous savons que le vide est désert, sans relief, et qu'aucun repère ni point de repère ne le perturbe. Nous savons que l'étoile est brillante, visible et proche à l'échelle astronomique, mais incroyablement éloignée d'un point de vue technique. Mais les chiffres seuls ne permettent pas de comprendre ce que cette distance représente pour une mission concrète. Pour comprendre pourquoi Alpha Centauri n'est pas seulement éloigné, mais terriblement éloigné, nous devons cesser de mesurer et commencer à agir. Il nous faut nous demander ce qui se passe lorsqu'on pointe un véritable vaisseau spatial vers l'étoile la plus proche et qu'on pousse la manette des gaz au maximum des capacités de la technologie actuelle. C'est dans la réponse que commence la véritable horreur. Faisons maintenant quelque chose que la plupart des discussions sur Alpha Centauri évitent. Cessons de parler de la distance comme d'un nombre et commençons à la traiter comme un problème d'ingénierie. Ce n'est pas un problème théorique. Il ne s'agit pas d'une expérience de pensée. Un vrai problème avec de vrais engins spatiaux, de vraies vitesses, de vraies sources d'énergie et de vraies contraintes matérielles. Dès lors que vous faites cela, la distance se transforme d'une figure abstraite sur une page en quelque chose de physiquement hostile. L'objet le plus rapide jamais envoyé par l'humanité hors du système solaire est Voyager 1. Lancé le 5 septembre 1977, Voyager 1 a accompli sa mission principale d'étude de Jupiter et de Saturne, puis a continué son voyage vers l'extérieur en utilisant l'assistance gravitationnelle des deux planètes géantes pour augmenter sa vitesse à environ 17 km/h par rapport au Soleil. Cela représente environ 61 200 km/h ou environ 38 000 m/h. Début 2026, Voyager 1 se trouve à environ 172 unités astronomiques du Soleil et est l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné qui existe. 17 km/h, c'est rapide selon les critères humains. Sa vitesse est plus de 15 fois supérieure à celle d'une balle de fusil. Elle est environ 50 fois supérieure à la vitesse du son au niveau de la mer. Si vous pouviez maintenir cette vitesse à la surface de la Terre, vous feriez le tour de la planète en environ 39 minutes. Voyager 1 parcourt une distance égale au diamètre de la Terre toutes les 12 minutes et demie. Il parcourt la distance Terre-Lune en environ 6 heures. Selon les critères de tout ce que l'homme a jamais construit, c'est extraordinairement rapide. Maintenant, pointez-le vers Proxima Centauri.
La distance est d'environ 4,24 années-lumière, ce qui correspond à environ 268 000 unités astronomiques ou à environ 40 billions de kilomètres. À une vitesse de 17 km/s, Voyager 1 aurait besoin d'environ 74 000 ans pour parcourir cette distance. 74 000 ans. Ce n'est pas un temps de trajet. Il s'agit d'une époque géologique. Il y a 74 000 ans, les humains modernes n'avaient pas encore quitté l'Afrique en nombre significatif. La dernière période glaciaire n'avait pas encore atteint son intensité maximale. L'agriculture n'existait pas. L'écriture n'existait pas. Villes, nations, empires, toute la civilisation enregistrée occupe une période d'environ 5 à 6 000 ans. Voyager 1 aurait besoin de plus de 12 fois cette distance pour atteindre l'étoile la plus proche. Mais Voyager 1 ne se dirige pas réellement vers Alpha Centauri. Sa trajectoire l'emmène dans une direction complètement différente, vers la constellation d'Ophiuchus. Et l'étoile la plus proche qu'il approchera est une naine rouge obscure appelée Gliese 445, qu'il croisera dans environ 40 000 ans, à une distance d'environ 1,7 années-lumière. Voyager 1 n'a jamais été conçu pour atteindre une autre étoile. Il a été conçu pour étudier Jupiter et Saturne. Le fait qu'il fonctionne encore et transmette encore des données après près de 50 ans est une prouesse d'ingénierie remarquable, mais sa vitesse et sa direction n'ont rien à voir avec les voyages interstellaires. C'est tout simplement l'objet le plus rapide que nous ayons jamais lancé. Et il constitue un point de repère utile pour comprendre pourquoi la technologie actuelle est si désespérément inadéquate pour parcourir les distances interstellaires. Essayons d'autres engins spatiaux pour voir si la situation s'améliore. New Horizons, la sonde qui a survolé Pluton en juillet 2015, se déplace actuellement à environ 14,5 km par seconde par rapport au Soleil, soit plus lentement que Voyager 1. À cette vitesse, le voyage jusqu'à Proxima Centauri prendrait environ 87 000 ans. C'est pire, pas mieux. New Horizons est un vaisseau spatial plus moderne que Voyager, construit grâce à des décennies d'expérience supplémentaires en ingénierie, mais il est en réalité plus lent sur sa trajectoire de sortie car il a reçu une assistance gravitationnelle moins favorable. Qu'en est-il de la sonde solaire Parker, souvent citée comme le vaisseau spatial le plus rapide jamais construit? Ces chiffres nécessitent une manipulation prudente. La sonde solaire Parker atteint ses vitesses records, non pas sur une trajectoire d'éloignement, mais lors de ses passages rapprochés du Soleil, où elle plonge profondément dans le puits gravitationnel solaire et accélère à des vitesses extraordinaires au périhélie. Lors de son passage au plus près du Soleil, la sonde solaire Parker a atteint des vitesses supérieures à 190 km par seconde par rapport à celui-ci. C'est plus de 11 fois plus rapide que Voyager 1. Cela ressemble à une avancée majeure. Ce n'est pas. La sonde solaire Parker atteint une vitesse extrême uniquement au bas de son orbite elliptique, profondément à l'intérieur du puits de gravité du Soleil. À mesure que la sonde remonte sur son orbite, elle ralentit considérablement, échangeant son énergie cinétique contre de l'énergie potentielle gravitationnelle, de la même manière qu'une balle lancée vers le haut ralentit en s'élevant. La sonde solaire Parker ne peut pas maintenir une vitesse de 190 km par seconde sur une trajectoire en ligne droite s'éloignant du Soleil. Cette vitesse est empruntée à la gravité du Soleil et doit être restituée. Si l'on pouvait extraire d'une manière ou d'une autre la sonde solaire Parker de son orbite au périhélie et l'envoyer sur une trajectoire d'échappement en ligne droite, la vitesse qu'elle pourrait maintenir serait bien plus faible, soumise aux mêmes contraintes d'échappement gravitationnel qui limitent tous les engins spatiaux en sortie. Même si l'on pouvait hypothétiquement maintenir la vitesse maximale au périhélie de la sonde solaire Parker, soit 190 km par seconde, pendant toute la durée de la traversée interstellaire, le temps de trajet jusqu'à Proxima Centauri serait tout de même d'environ 6700 ans. C'est plus long que toute l'histoire humaine écrite, plus long que l'intervalle entre l'invention de l'écriture et nos jours, et ce, à une vitesse qu'aucun engin spatial n'a jamais maintenue et qu'aucune technologie actuelle ne peut assurer en dehors d'un passage rapproché du Soleil. Les calculs sont implacables. À une vitesse de 100 km par seconde, une vitesse qu'aucun engin spatial n'a jamais atteinte, le voyage dure environ 12 700 ans. À 500 km par seconde, une vitesse qui n'existe nulle part dans l'ingénierie actuelle, le voyage nécessite tout de même environ 2500 ans.
Même à 1000 km par seconde, une vitesse si extrême qu'aucune technologie de propulsion en cours de développement ne peut la produire pour un vaisseau spatial d'une taille significative. La traversée prend environ 1260 ans. À chaque vitesse que vous essayez, à chaque hypothèse optimiste que vous formulez, la réponse revient dans des siècles ou des millénaires. La distance ne négocie pas. Examinons ce que ces échelles de temps impliquent pour la conception des missions, car le problème ne se limite pas à la durée du voyage. Le problème, c'est que rien dans un vaisseau spatial ou dans l'architecture d'une mission ne peut survivre aux durées impliquées. Commencez par les matériaux. Chaque engin spatial construit a une durée de vie structurelle limitée. Les composants se dégradent, les métaux subissent une fatigue, les joints perdent de leur intégrité, les lubrifiants s'évaporent sous vide. Les radiations endommagent lentement les composants électroniques, inversant les bits de la mémoire, dégradant les cellules solaires et affaiblissant les liaisons structurelles. Les sondes voyagées, les engins spatiaux les plus résistants jamais construits, montrent des signes de vieillissement après moins de 50 ans. Leurs générateurs thermoélectriques à radioisotopes sont à court d'énergie. Leurs instruments ont été progressivement mis hors service afin d'économiser l'énergie. Leurs enregistreurs de données utilisent une technologie des années 1970. Voyager 1 fonctionne toujours, mais à la limite de sa durée de vie prévue, maintenu en état grâce à l'ingéniosité des contrôleurs au sol qui envoient des commandes mettant près d'une journée entière à parvenir à destination. Imaginez maintenant demander à ce vaisseau spatial, ou à n'importe quel autre vaisseau spatial, de survivre pendant 74 000 ans. Le défi technique n'est pas difficile. C'est absurde. Aucun matériau fabriqué par l'homme ne peut conserver son intégrité structurelle pendant une telle durée sans entretien. Aucun système électronique ne peut fonctionner pendant des millénaires sans panne. Aucune source d'énergie dont nous disposons actuellement ne peut fournir de l'énergie pendant plus de quelques siècles au maximum. Les générateurs thermoélectriques à radioisotopes, la référence en matière d'énergie pour les missions spatiales lointaines, ont des demi-vies mesurées en décennies et non en millénaires. Les panneaux solaires sont inutiles au-delà du système solaire externe, là où l'intensité de la lumière solaire devient négligeable. Les réacteurs à fission nucléaire nécessitent un combustible qui se désintègre et des systèmes de contrôle qui se dégradent. Toutes les technologies énergétiques dont nous disposons s'épuisent sur des échelles de temps considérablement plus courtes que le temps de trajet vers Alpha Centauri aux vitesses actuelles. Se pose ensuite la question de la communication. Voyager 1 transmet actuellement des données à la Terre à un débit d'environ 160 bits par seconde grâce à un émetteur radio de 23 watts et une antenne à gain élevé de 3,71. Même à sa distance actuelle d'environ 172 UA, le signal qui arrive sur Terre est si faible qu'il faut les énormes antennes paraboliques de 70 mètres du réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA pour le détecter. La puissance du signal diminue avec le carré de la distance. Doublez la distance et le signal devient 4 fois plus faible. À la distance d'Alpha Centauri, soit 268 000 UA, le signal d'un émetteur identique serait environ 2,4 millions de fois plus faible qu'il ne l'est actuellement. Aucun radiotélescope existant ne pourrait détecter cela. Ni le Deep Space Network, ni le télescope de Green Bank, ni un réseau hypothétique 10 fois plus grand que tout ce qui existe actuellement. La loi de l'inverse du carré est impitoyable. Maintenir la communication avec un vaisseau spatial à des distances interstellaires nécessite soit des émetteurs beaucoup plus puissants, soit des antennes beaucoup plus grandes, soit les deux. Et ces ajouts s'accompagnent de masse, et la masse est l'ennemi de la vitesse. Chaque kilogramme ajouté au vaisseau spatial est un kilogramme qu'il faut accélérer jusqu'à la vitesse interstellaire, et cela nécessite plus de carburant, ce qui augmente la masse, ce qui nécessite encore plus de carburant. L'équation de la fusée transforme chaque gramme supplémentaire de matériel de communication en kilogrammes de propergol, faisant ainsi augmenter la masse totale de la mission dans une spirale exponentielle vicieuse. Même si la communication était techniquement possible, il existe un problème plus fondamental. À la vitesse de voyager 1, le vaisseau spatial serait en transit pendant 74 000 ans. Qui écoute à l'autre bout du fil après 74 000 ans? Quelle institution gère la station de réception? Quelle civilisation se souvient de l'existence de cette mission?
Les plus anciennes institutions humaines en activité continue sont les ordres religieux et les universités, qui remontent à environ 1000 ans. Les plus anciennes structures humaines connues datent d'environ 12 000 ans. Aucune organisation humaine, aucun gouvernement, aucune religion ni aucune tradition culturelle n'a jamais survécu pendant 74 000 ans, même pas proche. Envoyer un vaisseau spatial pour un voyage de 74 000 ans n'est pas un plan de mission. C'est un acte de foi en la permanence de la civilisation qui ne repose sur aucun fondement historique. La réfutation évidente ne tarde pas. Si aucun être humain ne peut survivre au voyage, pourquoi ne pas en envoyer plusieurs? Pourquoi ne pas construire un vaisseau suffisamment grand pour faire vivre une population sur plusieurs générations? Une ville dans l'espace, un monde autonome filant à travers le vide, avec des familles qui naissent, vivent et meurent à bord, tandis que le vaisseau progresse lentement vers sa destination. Ce concept est appelé vaisseau générationnel, et il est un élément incontournable de la science-fiction depuis près d'un siècle. Ça sonne élégant. Il s'effondre sous l'examen. Commencez par la biologie. Une population confinée dans un récipient fermé pendant 74 000 ans doit maintenir une diversité génétique suffisante pour éviter la dépression de consanguinité, l'accumulation progressive de traits récessifs nuisibles qui se produit lorsqu'une petite population se reproduit sur elle, même pendant de nombreuses générations. Les recherches en génétique des populations, y compris les études publiées dans le cadre de la planification des missions interstellaires, suggèrent qu'une population minimale viable pour un voyage multigénérationnel devrait compter des milliers d'individus, et non des centaines. Certaines estimations situent le seuil à environ 100 degrés Celsius pour maintenir une diversité génétique suffisante pendant des siècles sans gestion génétique agressive. D'autres suggèrent qu'avec des protocoles d'élevage rigoureux, ce nombre pourrait être réduit, mais même les chiffres les plus optimistes nécessitent un équipage de départ d'au moins plusieurs centaines de personnes, avec des contrôles stricts de la reproduction appliqués à chaque génération pendant toute la durée du voyage. Plusieurs centaines de personnes ne constituent pas un équipage. C'est une petite ville. Une petite ville a besoin de production alimentaire, de recyclage de l'eau, de traitement des déchets, de soins médicaux, d'éducation, de résolution des conflits, de gouvernance et de tous les autres systèmes qui permettent le fonctionnement d'une communauté humaine. Chacun de ces systèmes doit fonctionner sans intervention extérieure pendant 74 000 ans. Aucun réapprovisionnement, aucune pièce de rechange provenant de la Terre, aucune importation d'urgence de semences, d'antibiotiques ou de minéraux rares. Le vaisseau doit transporter ou fabriquer tout ce dont sa population aura besoin sur une période environ 15 fois plus longue que toute l'histoire humaine enregistrée. Aucun système écologique fermé n'a jamais atteint un niveau d'autosuffisance qui s'en approche même de loin. Biosphère 2, la tentative la plus ambitieuse de créer un habitat étanche et autosuffisant sur Terre, a connu une pénurie critique d'oxygène et des pertes de récolte au cours de ses 2 premières années de fonctionnement. Bien que construite à la surface d'une planète bénéficiant d'un ensoleillement abondant, d'une gravité stable et d'un accès immédiat à une intervention d'urgence, la Station spatiale internationale, l'habitat spatial le plus sophistiqué de l'humanité, nécessite un ravitaillement constant depuis la Terre, soit environ plusieurs tonnes de nourriture, d'eau, d'équipements et de pièces de rechange livrés par des vaisseaux cargo plusieurs fois par an. Un vaisseau générationnel devrait reproduire la stabilité écologique d'une biosphère planétaire entière, en utilisant uniquement les ressources embarquées au départ, sans aucune marge de manœuvre en cas de défaillance systémique sur des millénaires. Le défi technique est de taille. Le défi sociologique est peut-être pire. Un vaisseau générationnel n'est pas simplement un système technique, c'est une civilisation. Et les civilisations ne restent pas statiques pendant des milliers d'années. Les langues évoluent, les cultures se transforment, les religions apparaissent et disparaissent, les systèmes politiques se métamorphosent, parfois violemment. Les valeurs, les priorités et même la vision du monde fondamentale d'une population humaine évoluent considérablement au fil des siècles. Les personnes qui embarquent à bord du navire au départ n'auront pratiquement rien en commun sur le plan culturel avec celles qui arriveront à destination des dizaines de milliers d'années plus tard. La population arrivante ne parlerait pas la même langue que les fondateurs. Ils ne partageraient ni les mêmes convictions, ni les mêmes structures sociales, ni la même compréhension des raisons pour lesquelles la mission a été lancée au départ.
Cela soulève une question éthique profonde que les projets de navires générationnels abordent rarement avec honnêteté. La génération fondatrice choisit d'embarquer à bord du navire. Chaque génération suivante ne le fait pas. Ils naissent dans un vaisseau qu'ils ne peuvent quitter, engagés dans une mission qu'ils n'ont pas choisie, voyageant vers une destination qui ne sera atteinte ni de leur vivant, ni de celui de leurs enfants, ni de celui de leurs petits-enfants. Pendant des centaines de générations, chaque personne à bord vit et meurt en transit, sans jamais voir ni le point de départ, ni la destination. Ils sont, en un sens significatif, prisonniers d'une décision prise par des ancêtres si lointains qu'ils sont entrés dans la mythologie. Que se passe-t-il lorsque la 35e génération décide que la mission est inutile? Que se passe-t-il lorsqu'une faction politique s'empare du contrôle du navire et détourne ses ressources? Que se passe-t-il lorsqu'un mouvement religieux apparaît, réinterprétant le but de la mission ou niant l'existence même d'une destination? Sur une période de 74 000 ans, toute perturbation sociale imaginable sera non seulement possible, mais statistiquement inévitable. Guerre civile, famine provoquée par des défaillances écosystémiques, régression technologique, épidémie ravageant une population confinée sans soutien médical extérieur. Le navire n'a pas besoin de survivre à une seule catastrophe. Elle doit survivre à toutes ces épreuves successivement, et ce pendant une durée supérieure à celle de toute civilisation ayant jamais existé sur Terre. Le vaisseau générateur n'est pas une solution au problème de la distance. Il s'agit d'une reformulation du problème de la distance en termes biologiques et sociologiques. Au lieu de se demander si une machine peut survivre pendant 74 000 ans, la question est de savoir si une communauté humaine peut survivre pendant 74 000 ans à l'intérieur d'une machine. La réponse, compte tenu de tout ce que nous savons des sociétés humaines, de l'ingénierie des écosystèmes et de la génétique des populations, est presque certainement non. Non pas parce que l'idée est physiquement impossible, mais parce que l'échelle de temps dépasse de plusieurs ordres de grandeur toutes les limites connues de l'endurance sociale et biologique humaine. La distance qui nous sépare d'Alpha Centauri ne met pas seulement nos machines à l'épreuve, elle met notre espèce à l'épreuve. Au rythme actuel, la traversée est trop longue pour l'électronique, trop longue pour les matériaux, trop longue pour les institutions et trop longue pour les populations humaines confinées dans des habitats artificiels. Le problème n'est pas d'ordre technique ou lié à la volonté. C'est un problème de temps, et à 17 km/s, il y en a beaucoup trop. Il y a aussi le problème de la navigation. Sur une période de 74 000 ans, même de minuscules erreurs de vitesse ou de direction se transforment en déviations énormes. Une erreur de pointage de 1000 milles de degrés au départ entraînerait un écart de distance d'environ 700 millions de kilomètres à l'arrivée, soit près de 5 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Les corrections de trajectoire nécessitent des propulseurs fonctionnels, des capteurs de navigation fonctionnels et des ordinateurs de bord fonctionnels. Tous ces systèmes doivent fonctionner non seulement pendant des décennies, mais pendant des dizaines de millénaires. Aucun système de propulsion ne conserve le propergol aussi longtemps. Aucun capteur ne conserve son étalonnage sur de telles échelles de temps. Aucun ordinateur ne fonctionne sans panne pendant des siècles, et encore moins pendant des millénaires. Et le milieu interstellaire lui-même présente des dangers. Bien que l'espace entre les étoiles soit extrêmement vide selon les normes terrestres, il ne s'agit pas d'un vide parfait. Des grains de poussière, dont certains ne mesurent que quelques microns, dérivent dans l'espace interstellaire à des vitesses relatives qui dépendent de la vitesse du vaisseau spatial. À 17 km/s, une collision, même avec un minuscule grain de poussière, libère une énergie proportionnelle au carré de la vitesse. Sur une période de 74 000 ans, la probabilité cumulée d'impacter un grain de poussière suffisamment gros pour endommager des systèmes critiques n'est pas négligeable. Aucune technologie de blindage ne peut protéger un vaisseau spatial de tous les micro-impacts possibles au cours d'un voyage de cette durée. Le milieu interstellaire est rare, mais le temps est abondant, et les probabilités s'accumulent. Laissons maintenant de côté les vitesses de classe. Voyagez, et considérons les technologies de propulsion les plus rapides qui sont réalistement en cours de développement ou à portée de main à court terme. La propulsion ionique représente l'une des technologies les plus prometteuses pour les missions spatiales lointaines. Au lieu de brûler un carburant chimique dans une brève et violente explosion,
Les moteurs ioniques accélèrent des particules chargées, généralement des ions de xénon, à l'aide de champs électriques, produisant une poussée douce mais continue qui augmente sa vitesse au fil du temps. La sonde Dawn de la NASA, qui a orbité autour de l'astéroïde Vesta et de la planète naine Cérès, a utilisé la propulsion ionique pour réaliser des changements de vitesse impressionnants tout au long de sa mission. Mais les vitesses d'éjection des moteurs ioniques, bien que beaucoup plus élevées que celles des fusées chimiques, plafonnent tout de même à environ 30 à 50 km par seconde. Même après des années de propulsion continue, la vitesse finale du vaisseau spatial reste bien inférieure à celle nécessaire pour un voyage interstellaire. Les concepts de propulsion ionique les plus avancés, tels que la fusée magnétoplasma à impulsion spécifique variable, VASIMR, promettent des vitesses d'éjection plus élevées et une plus grande efficacité. Le VASIMR pourrait théoriquement accélérer un vaisseau spatial à des vitesses supérieures à celles des moteurs ioniques conventionnels, mais même les projections les plus optimistes pour les systèmes de classe VASIMR produisent des vitesses de vaisseau spatial bien inférieures à 100 km par seconde. À ces vitesses, le voyage jusqu'à Proxima Centauri prend encore plus de 12 000 ans. La propulsion ionique est une technologie exceptionnelle pour la navigation dans le système solaire. Il est inadapté pour traverser l'espace interstellaire. La propulsion thermique nucléaire offre une autre voie. Dans une fusée nucléaire thermique, un réacteur nucléaire chauffe un propergol, généralement de l'hydrogène, à des températures extrêmes et l'expulse à grande vitesse. Cela produit une poussée nettement supérieure à celle des moteurs ioniques et des vitesses d'éjection plus élevées que les fusées chimiques. Le programme NERVA des années 1960 a démontré que les fusées thermiques nucléaires fonctionnent. Des successeurs modernes sont en cours de développement pour d'éventuelles missions habitées vers Mars. Mais la vitesse d'éjection d'une fusée thermique nucléaire, bien qu'impressionnante, plafonne à environ 9 km/s. C'est en réalité plus lent que la vitesse actuelle de Voyager 1 par rapport au Soleil. La propulsion thermique nucléaire est utile pour raccourcir les temps de transit au sein du système solaire, mais elle est loin de résoudre le problème de la vitesse interstellaire. La propulsion nucléaire pulsée, concept à l'origine du projet Orion de la fin des années 1950, consistait à faire exploser des bombes nucléaires derrière un vaisseau spatial et à surfer sur les ondes de choc. Des calculs théoriques suggéraient qu'un véhicule de type Orion pourrait potentiellement atteindre des vitesses de 3 à 5% de la vitesse de la lumière, ce qui rendrait Proxima Centauri accessible dans environ 85 à 140 ans. C'est une amélioration spectaculaire par rapport à 74 000 ans, mais le projet Orion n'a jamais été réalisé. Le projet fut annulé pour des raisons allant du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires de 1963, qui interdisait les détonations nucléaires dans l'espace aux défis d'ingénierie colossaux que représentait la construction d'une plaque de poussée capable de résister à des explosions nucléaires répétées. Le concept reste intéressant en théorie, mais inexistant en pratique. Aucun matériel n'existe, aucun test n'a été effectué, aucun gouvernement ni institution ne finance actuellement un véhicule de classe Orion. La propulsion par fusion nucléaire, une étape supplémentaire par rapport au système basé sur la fission, a été étudiée dans des concepts tels que le projet Daedalus, une étude de conception de la British Interplanetary Society des années 1970 pour une sonde interstellaire sans équipage. Daedalus envisageait d'enflammer des pastilles de deutérium et d'hélium-3 dans une chambre de réaction pour produire des vitesses d'échappement d'environ 10 000 km/s, suffisantes pour accélérer une charge utile de 450 000 kg à environ 12% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le voyage jusqu'à Proxima Centauri prendrait environ 36 ans. Cela se réalise enfin à l'échelle d'une vie humaine, mais Dédale est toujours resté une étude sur papier. Les défis techniques sont considérables. L'allumage par fusion contrôlée de pastilles de combustible, au rythme requis, soit environ 250 allumages par seconde, n'a jamais été réalisé dans aucun laboratoire. Le carburant, le hélium-3, est extrêmement rare sur Terre. La source la plus accessible est le régolithe lunaire, où il se trouve à des concentrations de l'ordre du milliard de parties par milliard, ce qui signifie qu'il faudrait extraire et traiter des millions de tonnes de sol lunaire pour collecter suffisamment de carburant pour une seule mission.
Le vaisseau spatial lui-même serait un colosse, pesant plus de 50 000 tonnes métriques une fois rempli de carburant, plus grand qu'un porte-avions. Dédale n'a pas été conçu comme un plan de construction, mais comme une démonstration théorique que les voyages interstellaires n'étaient pas impossibles selon les lois de la physique connues. Cela a prouvé le principe. Cela n'a pas résolu le problème. Le point commun à toutes ces technologies de propulsion est le même. Les fusées chimiques sont désespérément lentes. Les moteurs ioniques sont élégants, mais insuffisants. Les fusées thermiques nucléaires n'améliorent guère la situation. La propulsion nucléaire pulsée pourrait fonctionner en théorie, mais elle est interdite et n'a jamais été mise en œuvre. La propulsion par fusion pourrait atteindre des vitesses interstellaires respectables, mais elle nécessite des avancées techniques et des investissements en ressources qu'aucune civilisation sur Terre n'a réalisés ni ne prévoit de réaliser actuellement. Chaque système de propulsion qui a été construit et utilisé en vol permet de réaliser des trajets vers Alpha Centauri en des dizaines de milliers d'années, voire plus. Tous les systèmes de propulsion susceptibles de réduire théoriquement le voyage à des siècles ou des décennies n'ont jamais quitté la planche à dessin. Il ne s'agit pas d'un problème de financement ni d'un problème politique. Il s'agit d'un problème de physique et d'ingénierie de la plus haute importance. L'énergie nécessaire pour accélérer même un vaisseau spatial modeste jusqu'à des vitesses interstellaires est si considérable qu'elle dépasse largement le budget énergétique total de la plupart des nations. Considérons directement les calculs énergétiques. L'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. Pour accélérer un seul kilogramme de charge utile à seulement 1% de la vitesse de la lumière, soit environ 3000 km/s, il faut environ 4,5 billions de joules d'énergie cinétique. Cela équivaut à l'énergie libérée par environ 1 kilotonne de TNT pour 1 kilowatt. Maintenant, passez à une échelle supérieure. Un vaisseau spatial de 1000 kg nécessite 4,5 quadrillions de joules, soit l'équivalent d'environ 1 mégatonne de TNT, une arme thermonucléaire à grande échelle, ramenée à 100 000 kg, la masse minimale plausible pour un véhicule habité, et il faut 450 quadrillions de joules, rien que pour atteindre 1% de la vitesse de la lumière. Et 1% de la vitesse de la lumière représente tout de même un voyage vers Alpha Centauri de plus de 400 ans. Pour atteindre 10% de la vitesse de la lumière, l'énergie requise par kilogramme est multipliée par 100. Ainsi, une sonde de 8000 kg nécessite 450 quadrillions de joules, soit l'équivalent de la production annuelle totale d'électricité d'un pays industrialisé de taille moyenne. Un véhicule rudimentaire se déplaçant à 10% de la vitesse de la lumière exige des réserves d'énergie proches de la moitié de la consommation énergétique annuelle totale des États-Unis pour une seule mission, sans aucune garantie de décélération à l'arrivée. Ce ne sont pas des chiffres spéculatifs. Elles découlent directement de EINPINP 2002, l'équation la plus élémentaire de la mécanique classique. Le coût énergétique de la vitesse interstellaire n'est pas un mystère. C'est une certitude mathématique, et c'est désastreux. Cela nous amène à ce qui est peut-être la constatation la plus troublante de toutes. Alpha Centauri est le système stellaire le plus proche. Il s'agit de la traversée interstellaire la plus courte possible, et même cette distance minimale rend impossible toutes les technologies de propulsion existantes. Non pas parce que nos ingénieurs sont incompétents, non pas parce que nos scientifiques manquent d'imagination, mais comme la distance est immense et que l'énergie nécessaire pour la parcourir est si considérable, l'entreprise entière dépasse les capacités actuelles de la civilisation humaine. Quand les gens apprennent qu'Alpha Centauri n'est qu'à 4,24 années-lumière, ils la comparent inconsciemment à l'immensité de la galaxie et se sentent rassurés. Ils estiment que c'est proche, toute proportion gardée. Mais en termes relatifs, c'est le langage des astronomes, pas celui des ingénieurs. Un astronome peut affirmer qu'Alpha Centauri est proche et avoir raison dans le contexte des distances stellaires. Un ingénieur qui tente de concevoir une mission vers Alpha Centauri se heurte à un mur de la physique qui rend le mot « proche » dénué de sens. Nous avons mesuré la distance avec une précision exquise. Nous avons pointé nos machines les plus rapides dans sa direction générale. Nous avons calculé, planifié, théorisé et rêvé. Et le résultat, après tous ces efforts, est une conclusion simple et dévastatrice. Aux vitesses que nous pouvons réellement atteindre,
Le système stellaire le plus proche n'est pas une destination, c'est une frontière, une ligne tracée dans le vide qui sépare les lieux accessibles à l'humanité de ceux qui lui sont inaccessibles. Et si nous pouvions aller plus vite? Pas un peu plus vite, pas 2 fois plus vite, ni 10 fois plus vite. Et si nous pouvions aller des milliers de fois plus vite? Atteindre des fractions significatives de la vitesse de la lumière. Telle est la promesse des concepts de propulsion les plus ambitieux jamais proposés. Elle propose des vitesses qui réduiraient la traversée à quelques décennies au lieu de millénaires, et elles introduisent une nouvelle catégorie de problèmes qui sont, à leur manière, tout aussi terrifiants que les échelles de temps qu'elles remplacent. Supposons que nous résolvions le problème de la propulsion, pas progressivement, non pas en extrayant quelques pourcents supplémentaires d'un moteur ionique ou en ajoutant un réservoir de carburant légèrement plus grand à une fusée chimique. Supposons que nous fassions un véritable bond en avant. Imaginons qu'une future génération d'ingénieurs construise un vaisseau spatial capable de voyager à 1% de la vitesse de la lumière. Cela représente 3000 km par seconde, soit environ 176 fois plus rapide que voyager 1. Une vitesse si extrême que rien dans l'histoire du génie humain ne s'en est approché, même de loin. Que se passe-t-il ensuite? À 1% de la vitesse de la lumière, le voyage vers Proxima Centauri dure environ 424 ans. Cela représente une réduction spectaculaire par rapport à 74 000 ans. Ce n'est plus une époque géologique. C'est un événement historique. Il y a 424 ans aujourd'hui, au début des années 1600, Galilée n'avait pas encore pointé sa lunette astronomique vers Jupiter. Shakespeare était encore vivant. La colonie de Jamestown, en Virginie, n'avait pas encore été établie. Un vaisseau spatial lancé à 1% de la vitesse de la lumière arriverait à Alpha Centauri à la fin des années 2400, date à laquelle la civilisation qui l'aurait lancé pourrait être méconnaissable ou éteinte. 424 ans, c'est mieux que 74 000. Ce n'est pas bon. Aucun être humain ne vit aussi longtemps. Aucun gouvernement ne dure aussi longtemps. Les plus anciens États-nations encore existants sur Terre n'ont que quelques siècles d'existence, et la plupart ont subi des transformations radicales durant cette période. Une mission qui exige 400 ans d'opérations continues, de communication continue et de soutien institutionnel continu n'est pas une mission que l'on peut planifier avec certitude. C'est un pari sur la survie et la cohérence de la civilisation humaine sur une période plus longue que toute l'histoire des États-Unis, de l'Empire britannique ou de l'entreprise scientifique moderne. Mais continuons à accélérer le rythme. À 2% de la vitesse de la lumière, soit 6000 km par seconde, le trajet tombe à environ 212 ans, ce qui est encore plus long que n'importe quelle vie humaine, et même plus long que l'existence continue de la plupart des institutions. À 5% de la vitesse de la lumière, soit 15 000 km par seconde, le voyage se réduit à environ 85 ans. Nous approchons maintenant d'un événement qu'un être humain né au moment du lancement pourrait, avec une longévité extraordinaire, voir se réaliser. Un nourrisson placé à bord au départ pourrait théoriquement arriver en tant que personne âgée, en supposant que les systèmes de survie, la protection contre les radiations, la production alimentaire, les installations médicales et tous les autres systèmes nécessaires au maintien d'une vie humaine dans l'espace lointain fonctionnent parfaitement pendant près de 9 décennies. À 10% de la vitesse de la lumière, soit 30 000 km par seconde, la traversée prend environ 43 ans. On commence à avoir l'impression d'une véritable mission. Elle est comparable à la durée de carrière d'un scientifique ou à la durée de vie opérationnelle d'une grande institution. Une chercheuse qui a participé à la conception de la mission alors qu'elle avait une trentaine d'années pourrait voir le retour des données à l'âge de 70 ans. Une sonde lancée avec des instruments autonomes pourrait transmettre ces données à une équipe d'ingénieurs qui se souvient encore du but de la mission. 43 ans, c'est long, mais ce n'est pas une durée à l'échelle d'une civilisation. C'est une biographie longue. Elle s'inscrit dans l'architecture d'une vie humaine. À 20% de la vitesse de la lumière, soit 60 000 km par seconde, le voyage dure environ 21 ans. C'est la vitesse que visait le projet Breakthrough Starshot lors de son annonce en avril 2016. 20% de la vitesse de la lumière, soit une traversée vers Proxima Centauri en un peu plus de 2 décennies. Ajoutez 4,24 ans pour un signal de retour voyageant à la vitesse de la lumière,
et le temps total entre le lancement et la réception des premières données sur Terre s'élève à environ 25 ans. Une génération, une carrière, un prêt immobilier. Le calendrier se réduit enfin à une fourchette où il devient concevable, où un chef de projet pourrait signer les documents de financement et s'attendre raisonnablement à assister à la réunion d'analyse des données. C'est à cette vitesse que les voyages interstellaires commencent à paraître possibles sur le papier. Et c'est précisément là que se révèle la couche suivante de problèmes. Breakthrough Starshot était l'initiative de voyage interstellaire la plus ambitieuse jamais soutenue par un financement conséquent. Annoncé par l'entrepreneur israélo-américain Yuri Milner avec un financement initial de 100 millions de dollars pour la recherche, approuvé par feu Stephen Hawking et soutenu par un conseil consultatif comprenant certains des plus grands physiciens et ingénieurs du monde. Le projet vise à démontrer la faisabilité d'un concept de nano-engin propulsé par la lumière, pouvant être accéléré à 20% de la vitesse de la lumière grâce à un réseau de lasers au sol. L'idée de base était élégante. Construire un réseau phasé de lasers d'une puissance de sortie combinée allant jusqu'à 100 gigawatts. Lancer un vaisseau mère transportant des milliers de sondes de l'ordre du gramme, chacune attachée à une voile réfléchissante de l'ordre du mètre en orbite terrestre haute. Ensuite, on tire le faisceau laser sur chaque voile pendant environ 10 minutes, accélérant le minuscule engin à 20% de la vitesse de la lumière par pure pression de radiation. Les sondes rejoindraient Alpha Centauri en une vingtaine d'années, effectueraient un bref survol, prendraient des photos et transmettraient leurs données vers la Terre en utilisant leur voile comme antenne. Ce concept ne violait aucune loi physique connue. Elle s'appuyait sur des technologies existantes sous des formes primitives, réseau laser, voile solaire, électronique miniaturisée, et les extrapolait à des échelles ambitieuses, mais pas physiquement impossibles. Il s'agissait, selon ses partisans, d'ingénierie plutôt que de science-fiction. La physique a fonctionné. La question était de savoir si l'ingénierie pouvait être mise en œuvre dans un délai et un budget raisonnables. En septembre 2025, Scientific American a rapporté que le projet Breakthrough Starshot semblait être suspendu indéfiniment. Selon le physicien Philip Lubin, l'un des principaux chercheurs du projet, environ 4,5 millions de dollars sur les 100 millions proposés avaient été dépensés pour une trentaine de contrats de recherche. Aucun prototype de réseau laser n'avait été construit. Aucune voile solaire n'avait été testée à des échelles pertinentes pour le milieu interstellaire. Aucun nanovaisseau Starship n'avait été lancé sur une trajectoire interstellaire. Les responsables du projet ont refusé les demandes d'interview et le rapport d'étape promis n'avait toujours pas été publié au moment de la mise sous presse. Le projet Breakthrough Starshot n'a pas été officiellement annulé. Elle a tout simplement cessé d'avancer discrètement sans le tapage qui avait accompagné son lancement. Ce résultat ne constitue pas un jugement sur les personnes impliquées, dont beaucoup sont de brillants scientifiques effectuant d'importants travaux théoriques. Il s'agit d'un jugement sur l'ampleur du défi. Même la version la plus favorable de la propulsion interstellaire, voile solaire accélérée par des lasers sans carburant embarqués, avec des charges utiles mesurées en grammes plutôt qu'en kilogrammes, sans décélération à destination et sans voyage de retour, nécessite toujours une installation laser produisant 100 milliards de watts de puissance cohérente et orientable. À titre de comparaison, la capacité totale de production d'électricité des États-Unis est d'environ 1,2 billion de watts. Le réseau laser de Breakthrough Starshot devrait produire environ 8% de la production électrique totale des États-Unis et la concentrer en un faisceau pendant 10 minutes par lancement. L'infrastructure nécessaire à la construction, à l'alimentation et à l'exploitation d'un tel réseau figurerait parmi les plus grands projets d'ingénierie de l'histoire de l'humanité. Et le réseau laser n'est que le début. La voile solaire doit résister à des forces d'accélération de l'ordre de dizaines de milliers de fois la gravité terrestre. Il doit être suffisamment réfléchissant pour absorber l'énergie cinétique du laser sans fondre. Elle doit conserver sa forme et son orientation pendant la phase d'accélération avec une précision mesurée en microns. La charge utile Starship doit inclure des caméras, une alimentation électrique, des systèmes de navigation, des équipements de communication et des propulseurs photoniques, le tout dans un budget de masse d'environ 1 gramme. La liaison de communication avec la Terre
doit fonctionner sur une distance de 4,24 années-lumière, en utilisant une antenne de voile d'une taille n'excédant pas quelques mètres de diamètre, transmettant vers des récepteurs dont la sensibilité n'est pas encore suffisante. Chacun de ces défis est individuellement redoutable. Ensemble, ils représentent un programme d'ingénierie qui nécessiterait des décennies de développement et des budgets comparables à ceux des plus grandes expériences scientifiques jamais entreprises, de l'ordre de dizaines de milliards de dollars. Les 100 millions de dollars du programme Breakthrough Starshot étaient destinés à la recherche et non à la construction. Il s'agissait du budget destiné à étudier la faisabilité du concept et non à sa mise en œuvre. Et même si Breakthrough Starshot avait brillamment réussi, la mission qu'elle envisageait était extraordinairement limitée. Une sonde de l'ordre du gramme voyageant à 20% de la vitesse de la lumière ne peut pas ralentir. Il n'y a pas de carburant embarqué pour la décélération. Il n'existe aucun mécanisme permettant de se mettre en orbite autour de Proxima Centauri ou de tout autre corps du système Alpha Centauri. La sonde traverse le système à une vitesse de 60 000 km par seconde et la fenêtre d'approche rapprochée pendant laquelle elle peut photographier des éléments utiles, ne dure que quelques heures au maximum. Tout ce que la sonde observe doit être capturé dans ce bref laps de temps et transmis à la Terre sur une distance de 4,24 années-lumière à l'aide d'un système de communication dont la consommation d'énergie se mesure en milliwatts. Les données recueillies lors d'un tel survol seraient précieuses sur le plan scientifique. Toute image d'une exoplanète prise depuis le système Alpha Centauri serait historique, mais le profil de la mission s'apparente davantage à une balle traversant une pièce et prenant une photo qu'à une exploration au sens propre du terme. Il n'y a pas de prolongation, pas de suivi, pas d'inspection approfondie, pas de prélèvement d'échantillons, aucune possibilité d'ajuster la trajectoire en fonction des résultats de la sonde. Il s'agit d'une rencontre unique, d'un simple coup d'œil, avec un système stellaire situé à 40 billions de kilomètres, et même cette réalisation minimale nécessite une technologie qui n'existe pas encore. Passons maintenant au-delà des voiles solaires et examinons ce que les vitesses plus élevées exigent en termes d'énergie, car le problème énergétique est le véritable gardien des voyages interstellaires, et cela devient plus punitif à chaque augmentation de vitesse. L'énergie cinétique d'un objet en mouvement est proportionnelle au carré de sa vitesse. Doubler la vitesse et les besoins énergétiques sont multipliés par 4. Tripler la vitesse et elle est multipliée par 9. Cette relation est brutale aux vitesses interstellaires. Nous avons calculé précédemment qu'accélérer un seul kilogramme de charge utile à 1% de la vitesse de la lumière nécessite environ 4,5 billions de joules, équivalent à peu près à 1 kilotonne de TNT. Pour un vaisseau spatial de 1000 kg, cela représente 4,5 quadrillions de joules. Étendons ce calcul vers le haut. À 5% de la vitesse de la lumière, l'énergie cinétique de ce même vaisseau spatial de 1000 kg atteint environ 112 quadrillions de joules. Cela équivaut à environ 27 mégatonnes de TNT, comparable aux armes nucléaires les plus puissantes jamais testées. Pour un vaisseau spatial pesant à peu près autant qu'une voiture compacte, à 10% de la vitesse de la lumière, l'énergie atteint environ 450 quadrillions de joules. Cela représente environ 107 mégatonnes. Dépassant la puissance de la plus puissante arme thermonucléaire jamais testée. Pour une tonne métrique de charge utile, à 20% de la vitesse de la lumière, l'objectif de Breakthrough Starshot est d'atteindre une énergie d'environ 1,8 quadrillion de joules par kilogramme de charge utile. Pour une puce stellaire de l'ordre du gramme, c'est gérable. L'énergie cinétique communiquée à l'engin pendant la poussée laser de 10 minutes est de l'ordre de 2 térawoules, soit approximativement l'énergie libérée par une explosion d'un demi-kilotonne. Intense, mais pas prohibitif pour la civilisation, à condition de disposer d'un réseau laser de 100 gigawatts. Mais imaginez maintenant passer à une échelle supérieure. Imaginez que vous vouliez envoyer non pas une puce de quelques grammes, mais un véritable vaisseau spatial, quelque chose avec des instruments pesant des dizaines de kilogrammes, ou une sonde pesant des centaines de kilogrammes capable de décélérer et d'entrer en orbite, ou un véhicule habité pesant des dizaines de milliers de kilogrammes capable de maintenir la vie humaine pendant le voyage. Les besoins énergétiques explosent,
Une sonde de 100 kg à 20% de la vitesse de la lumière nécessite environ 1,8-10-17 J. Cela correspond approximativement à la production annuelle d'électricité d'un pays européen de taille moyenne. Une sonde de 10 000 kg, comparable à un grand engin spatial robotisé comme Cassini, nécessite environ 1,8-10-19 J. Cela dépasse la consommation énergétique annuelle totale de nombreux pays. Un véhicule habité de 100 000 kg à 20% de la vitesse de la lumière nécessite environ 1,8-10-20 J. Cela représente à peu près la consommation énergétique annuelle mondiale concentrée dans un seul événement de propulsion. Et ces calculs supposent une efficacité parfaite. Chaque joule d'énergie est converti en énergie cinétique du vaisseau spatial sans aucune perte. Les systèmes de propulsion réels gaspillent d'énormes quantités d'énergie sous forme de chaleur, de gaz d'échappement, de rayonnement et de contraintes structurelles. Des facteurs d'efficacité réalistes pourraient réduire la fraction utilisable à 10 ou 20%, multipliant ainsi le besoin énergétique total par un facteur de 5 à 10. La barrière énergétique ne s'atténue pas aux vitesses plus élevées. Il durcit. Chaque point de pourcentage supplémentaire de vitesse de la lumière coûte beaucoup plus d'énergie que le précédent. La courbe n'est pas linéaire, elle est parabolique, sa pente s'accentuant de plus en plus à mesure que la vitesse augmente. Et à des vitesses approchant une fraction significative de la vitesse de la lumière, les effets relativistes commencent à ajouter des pénalités supplémentaires à mesure que la masse effective du vaisseau spatial augmente selon le facteur de Lorentz, exigeant encore plus d'énergie pour chaque incrément de vitesse. C'est pourquoi la propulsion n'est pas simplement un problème d'ingénierie qui attend une solution astucieuse. C'est un problème inhérent à la structure fondamentale de la physique. Le coût énergétique des voyages interstellaires est dicté par des lois qu'il est impossible de contourner, de négocier ou de contourner par l'innovation. Vous pouvez modifier la technologie de propulsion. Vous pouvez améliorer l'efficacité. Il est possible de réduire la masse du vaisseau spatial. Mais l'équation de l'énergie cinétique demeure, et elle fixe un seuil minimal d'énergie requise qu'aucune technologie ne peut franchir. Mais l'énergie ne représente que la moitié du problème de la vitesse. Il existe une seconde partie que la plupart des discussions sur les voyages interstellaires ignorent soigneusement, et cela pourrait être encore plus dévastateur que la première fois. C'est le problème de l'arrêt. Toutes les valeurs d'énergie évoquées jusqu'à présent supposent une accélération à sens unique. Le vaisseau spatial atteint sa vitesse de croisière, puis poursuit sa route à vitesse constante jusqu'à sa destination. Voici l'architecture adoptée par Breakthrough Starshot. Accélérez et ne ralentissez jamais. Mais un survol n'est pas une mission au sens scientifique du terme. Si vous souhaitez vous mettre en orbite autour d'une étoile ou d'une planète, si vous souhaitez atterrir sur une surface, si vous souhaitez y séjourner et observer pendant des mois ou des années, vous devez décélérer. Et la décélération, dans l'arithmétique impitoyable de la propulsion spatiale, n'est pas un ajout mineur au bilan énergétique. Cela le double approximativement au minimum. Et dans des conditions réalistes, le « est bien pire qu'un doublement. La raison en est l'équation de Tsiolkovsky, la loi fondamentale qui régit toute propulsion basée sur les réactions. L'équation stipule que la vitesse qu'une fusée peut atteindre dépend de deux choses, la vitesse d'éjection de son propergol et le rapport entre sa masse totale au lancement et sa masse une fois tout le carburant brûlé. Pour atteindre des vitesses plus élevées, il vous faut une quantité de carburant exponentiellement plus importante par rapport à votre charge utile. Cette relation n'est pas linéaire, elle est logarithmique, ce qui signifie que chaque augmentation de vitesse nécessite une quantité de carburant disproportionnée. À présent, examinons ce que signifie la décélération dans ce contexte. Un vaisseau spatial qui accélère jusqu'à 10% de la vitesse de la lumière, puis doit s'arrêter à destination, doit emporter suffisamment de carburant, non seulement pour atteindre sa vitesse de croisière, mais aussi pour annuler complètement cette vitesse à l'arrivée. Le carburant nécessaire à la décélération doit lui-même être transporté pendant la phase d'accélération, ce qui signifie qu'il doit également être accéléré jusqu'à la vitesse de croisière. Cette masse de carburant supplémentaire nécessite encore plus de carburant pour l'accélérer, ce qui à son tour nécessite encore plus de carburant. L'équation de la fusée amplifie cette pénalité de manière exponentielle.
Pour un vaisseau spatial utilisant une propulsion à réaction embarquée à 10% de la vitesse de la lumière, le rapport masse-carburant-masse utile peut atteindre des milliers ou des dizaines de milliers selon la vitesse d'éjection du système de propulsion. Un engin spatial conçu pour accélérer puis décélérer n'est pas un véhicule qui transporte du carburant supplémentaire. Il s'agit d'un véhicule composé presque entièrement de carburant, la charge utile réelle ne représentant qu'une infime fraction de la masse totale au lancement. C'est cette pénalité exponentielle qui explique pourquoi Breakthrough Starshot a opté pour une architecture de type survol. Décélérer une sonde de l'ordre du gramme à partir de 20% de la vitesse de la lumière en utilisant n'importe quelle méthode de propulsion embarquée connue nécessiterait une masse de carburant tellement importante que le concept tout entier s'effondrerait. La sonde devrait transporter une quantité de propergol plusieurs fois supérieure à sa propre masse, annulant ainsi l'avantage initial d'être légère. Et même si un propulseur approprié existait, la méthode d'accélération par voile ne prévoit aucun mécanisme de ralentissement à destination. Le laser est sur Terre. Elle repousse la voile. Il n'y a pas de laser sur Alpha Centauri pour pousser depuis l'autre direction. Certaines propositions ont exploré l'utilisation de la pression lumineuse de l'étoile de destination pour ralentir une voile solaire, ou l'utilisation de champs magnétiques pour freiner contre le milieu interstellaire. Ces concepts sont intéressants sur le plan théorique, mais restent à prouver et se heurtent à de sérieuses limitations pratiques. La pression de la lumière stellaire est bien trop faible pour ralentir une sonde arrivant à 20% de la vitesse de la lumière. Le freinage magnétique nécessiterait d'énormes structures supraconductrices et ne fonctionnerait qu'à des vitesses beaucoup plus faibles. Le problème de la décélération implique que toutes les valeurs énergétiques évoquées jusqu'ici ne s'appliquent qu'au profil de mission le plus simple possible. Un survol sans escale et à sens unique, sans possibilité de ralentir, de se mettre en orbite ou de revenir. Toute mission qui aspire à faire plus que traverser le système Alpha Centauri à 60 000 km par seconde et prendre une photo doit avoir l'énergie non seulement pour y arriver, mais aussi pour s'y arrêter. Et le coût énergétique du freinage n'est pas cumulatif. Il est multiplicatif. Cela ne fait pas que doubler la difficulté. Dans des proportions de masse réalistes, cela peut augmenter les besoins énergétiques totaux d'un facteur 10, voire plus. C'est pourquoi la distinction entre un survol et une véritable mission d'exploration est si importante. Un survol rapide, c'est ce que l'on fait lorsque la distance est trop grande et que l'on se contente d'un aperçu plutôt que d'une visite. Une mission d'exploration, c'est-à-dire une mission qui se met en orbite, déploie des instruments et étudie le système pendant des années, nécessite de résoudre le problème de la décélération. Et la résolution du problème de la décélération aux vitesses interstellaires exige des budgets énergétiques qui dépassent même les chiffres déjà stupéfiants nécessaires à la seule accélération. Ajoutons maintenant la dimension que la plupart des discussions sur les voyages interstellaires omettent commodément, le délai de communication. La vitesse de la lumière n'est pas seulement un obstacle au voyage, c'est un obstacle à l'information. Un signal radio ou une impulsion laser envoyée d'Alpha Centauri vers la Terre ou de la Terre vers Alpha Centauri se propage exactement à la vitesse de la lumière. Pas plus rapide, sans exception. Le délai de communication unidirectionnelle est de 4,24 ans. Un aller-retour entre une question et une réponse prend 8,48 ans. Cela signifie que toute sonde arrivant à Alpha Centauri fonctionne en isolement total de communication pendant toute la durée de son survol. Les contrôleurs au sol sur Terre ne peuvent pas le piloter en temps réel. Ils ne peuvent pas ajuster l'orientation de sa caméra en fonction de ce qu'elle voit. Ils ne peuvent pas lui ordonner d'enquêter sur une caractéristique inattendue ou d'éviter un danger imprévu. Chaque action effectuée par la sonde lors de sa rencontre doit être préprogrammée avant le lancement ou décidée de manière autonome par un logiciel embarqué. La sonde est autonome. Pour un survol de type Breakthrough Starshot, cette limitation est gérable. La tâche de la sonde est simple, pointer une caméra vers ce qui se trouve devant elle et transmettre les données. Mais pour toute mission plus ambitieuse, le délai de communication devient un handicap majeur. Supposons qu'une future sonde soit conçue pour se mettre en orbite autour de Proxima Centauri b, la planète de la taille de la Terre située dans la zone habitable de Proxima. L'insertion en orbite exige un timing précis, des ajustements de vitesse précis
et une réponse en temps réel à des conditions qui ne peuvent être prédites depuis la Terre. Si la sonde rencontre un anneau de poussière inattendu, un champ de débris ou un environnement magnétique qui perturbe ses instruments, elle doit diagnostiquer le problème et y répondre sans aucune intervention du centre de contrôle de mission. La réponse à toute question qu'il renvoie sur Terre n'arrivera pas avant plus de 8 ans. Maintenant, transposons cela à une mission avec équipage. Imaginez des êtres humains arrivant sur Alpha Centauri après un voyage de plusieurs décennies. Ils pénètrent dans le système, commencent les observations et découvrent quelque chose d'inattendu. Une urgence médicale, une panne mécanique, un danger pour la navigation. Ils envoient un message à la Terre décrivant le problème et demandant conseil. Le message arrive sur Terre 4 ans et 3 mois plus tard. Les ingénieurs étudient le problème, formulent une solution et transmettent des instructions. Ces instructions parviendront à Alpha Centauri 4 ans et 3 mois plus tard. Plus de 8 ans et demi se sont écoulés depuis que l'équipage a signalé le problème pour la première fois. Quelle que soit la nature de l'urgence, elle s'est résolue d'elle-même depuis longtemps, d'une manière ou d'une autre. L'équipage vivait ou mourait, réussissait ou échouait, entièrement en fonction de ses propres ressources. Il s'agit d'un isolement opérationnel d'un genre auquel aucune mission humaine n'a jamais été confrontée. Les astronautes d'Apollo sur la Lune ont subi un délai de communication d'environ 1,3 secondes. Ennuyeux mais gérable. Un équipage sur Mars serait confronté à des retards de 4 à 24 minutes, en fonction de sa position orbitale. Difficile, mais surmontable grâce à des systèmes autonomes et des plans d'urgence préétablis. Une équipe à bord d'Alpha Centauri serait confrontée à des retards de plus de 4 ans. Il ne s'agit pas d'un problème de communication, c'est de l'abandon. L'équipage est fonctionnellement déconnecté de la Terre. Ils ne peuvent pas appeler à l'aide. Ils ne peuvent pas recevoir de fournitures. Ils ne peuvent pas être sauvés. Ce sont les êtres humains les plus isolés qui aient jamais vécu, séparés de chez eux non seulement par la distance, mais aussi par le temps. Les implications psychologiques sont rarement abordées, mais elles peuvent être graves. Les êtres humains ont évolué en tant que créatures sociales intégrées à des communautés. Même les astronautes de la Station spatiale internationale, en orbite à seulement 400 km au-dessus de la Terre, font état de sentiments d'isolement et de tension psychologique durant leur mission de 6 mois. Les équipages de sous-marins effectuant des patrouilles de 90 jours subissent des effets psychologiques mesurables. Des chercheurs travaillant en Antarctique, isolés pendant la saison hivernale, présentent des taux accrus de dépression et de troubles cognitifs. Imaginez maintenant un équipage qui sait avec une certitude mathématique qu'aucun secours ne pourra arriver avant des décennies, qu'aucun message de leurs proches ne leur parviendra avant moins de 4 ans, que chaque décision, chaque crise, chaque instant de la mission dépend entièrement des ressources et des personnes à bord. Il ne s'agit pas d'une exploration au sens historique du terme. Lorsque l'équipage de Magellan a fait le tour du monde, il pouvait faire escale dans les ports, échanger des marchandises pour se ravitailler et interagir avec les populations locales. Lorsque les explorateurs de l'Antarctique atteignirent le pôle, ils savaient que les navires de secours seraient à des mois, et non à des décennies. L'équipage d'une mission interstellaire n'a ni port d'escale, ni vaisseau de ravitaillement, ni mission de sauvetage. Personne ne viendra. Les étoiles sont trop éloignées les unes des autres. Et cet isolement ne s'applique pas seulement aux missions rudimentaires. Même les sondes robotiques d'Alpha Centauri sont opérationnellement isolées d'une manière inédite pour une mission spatiale. Chaque rover martien reçoit finalement des mises à jour logicielles, de nouveaux plans de mission et des instructions de dépannage depuis la Terre. Le délai est de quelques minutes, pas d'années. À Alpha Centauri, une sonde robotique doit être programmée avec suffisamment d'intelligence et une planification des imprévus suffisante pour gérer de manière autonome toutes les situations imaginables. Il doit s'agir, en effet, d'un agent scientifique totalement indépendant, capable de prendre ses propres décisions quant à ce qu'il convient d'observer, à la manière de réagir aux anomalies et à la façon de prioriser ses ressources limitées. L'intelligence artificielle nécessaire à une telle autonomie n'existe pas actuellement. Nous sommes encore à des décennies de la conception d'un logiciel capable de reproduire le jugement d'un contrôleur de mission expérimenté. Et même si nous parvenons à la construire, il n'y a aucun moyen de la tester dans les conditions réelles d'Alpha Centauri avant l'arrivée de la sonde.
Il existe une autre dimension au problème de communication qui est encore plus profonde que le simple retard. C'est de la bande passante. La quantité de données qu'une sonde peut transmettre vers la Terre dépend de la puissance de son émetteur, de la taille de son antenne, de la sensibilité du récepteur terrestre et de la distance que le signal doit parcourir. Sur les distances interstellaires, le débit de données atteignable chute à des niveaux absurdement bas. Une nanogreffe de type Breakthrough Starshot, transmettant une puissance de quelques milliwatts, sur une distance de 4,24 années-lumière, pourrait atteindre un débit de données de quelques bits par seconde dans les hypothèses les plus optimistes. L'envoi d'une seule photo haute résolution à ce tarif pourrait prendre des semaines, voire des mois. Même une sonde plus grande, dotée d'un émetteur haute puissance dédié et d'une grande antenne, serait confrontée à de sérieuses contraintes de bande passante. Les débits de données atteignables sur des distances interstellaires, avec les technologies prévisibles, se mesurent en bits par seconde, et non en mégabits. Une mission qui passerait des années à observer le système Alpha Centauri pourrait accumuler des téraoctets de données, mais il lui faudrait des décennies pour tout transmettre à destination. Le rendement scientifique d'une mission interstellaire est limité non seulement par ce que la sonde peut observer, mais aussi par la quantité de données qui peuvent être communiquées à travers le vide. Telle est la réalité complexe de la distance interstellaire. Il ne s'agit pas d'un seul problème. Il s'agit d'une cascade de problèmes interdépendants, chacun alimentant le suivant. La distance exige une vitesse extrême. Une vitesse extrême exige une énergie extrême. Les exigences énergétiques extrêmes nécessitent soit des charges utiles minuscules, soit des infrastructures à l'échelle de la civilisation. La petite taille des charges utiles limite les retombées scientifiques. Des charges utiles plus importantes multiplient le coût énergétique au-delà des capacités actuelles. Toute vitesse inférieure à celle de la lumière impose des années de délai de communication. Le délai de communication empêche le contrôle en temps réel. L'élimination des exigences de contrôle en temps réel impose un fonctionnement autonome. Le fonctionnement autonome exige une intelligence artificielle qui n'existe pas encore, et même les données collectées par une sonde autonome ne peuvent revenir sur Terre qu'à un rythme si lent qu'il aurait fait honte à un modem commuté des années 1990. Chacun de ces problèmes existe autour d'Alpha Centauri, l'étoile la plus proche, pas sur une cible lointaine située à 10, 50 ou 100 années-lumière. Même pour la destination la plus facile du catalogue interstellaire, à 4,24 années-lumière et 40 billions de kilomètres, nous n'avons résolu aucun de ces problèmes. Pas un seul. La tentation, à ce stade, est de se réfugier dans l'optimisme. Affirmer que la technologie progresse de façon exponentielle, que ce qui semble impossible aujourd'hui sera banal demain. Les frères Wright n'auraient pas pu imaginer les avions de ligne à réaction, et nous ne devrions donc pas supposer que nos limitations sont permanentes. Il y a du vrai là-dedans. La technologie progresse. Les problèmes qui semblaient insolubles cèdent souvent à l'ingéniosité, avec suffisamment de temps. Mais le problème de la distance interstellaire n'est pas comparable au problème du vol motorisé. Les frères Wright devaient générer une portance suffisante pour surmonter la gravité terrestre à basse vitesse. Les principes physiques étaient bien compris. L'écart en matière d'ingénierie était faible. Les voyages interstellaires nécessitent de générer suffisamment d'énergie pour traverser un gouffre si immense que la lumière elle-même met des années à le parcourir. Le fossé en matière d'ingénierie n'est pas mince. Cela couvre plusieurs ordres de grandeur. Les concepts de propulsion les plus optimistes nécessitent des productions énergétiques supérieures à la production totale actuelle de la civilisation humaine. La physique n'attend pas une astuce ingénieuse. Le problème, c'est la physique. Et Alpha Centauri est patient, elle se moque de notre optimisme et de notre calendrier. Elle se trouve dans le ciel austral, brillante et magnifique, à exactement 4,24 années-lumière, sans se rapprocher ni s'éloigner, à une vitesse qui est une importance à l'échelle humaine. Elle sera là lorsque nous aurons résolu ces problèmes, si nous parvenons à les résoudre. Elle sera là même si nous ne le faisons pas. La distance est ce qu'elle est, 40 billions de kilomètres de néant, attendant une espèce qui n'en a jamais parcouru plus d'une fraction de %. Ce qui reste à déterminer, ce n'est pas si nous pourrons un jour atteindre Alpha Centauri. Cette question appartient à l'avenir. Ce qui demeure,
c'est ce que la distance d'Alpha Centauri nous révèle aujourd'hui sur le type d'univers dans lequel nous vivons et sur le type de défi que représente réellement l'espace interstellaire. Ce calcul commence par une simple observation. Il s'agit du système stellaire le plus proche. Et cela exige déjà plus que ce que nous avons. Tout le reste est plus loin. En août 2025, une équipe d'astronomes utilisant le télescope spatial James Webb de la NASA a publié ce qui pourrait devenir l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'exoplanétologie. En utilisant l'instrument infrarouge moyen du télescope, ils ont détecté une source ponctuelle de lumière près d'Alpha Centauri A qui correspond à une planète géante gazeuse, d'une masse approximativement égale à celle de Saturne, orbitant autour de son étoile à une distance approximativement 2 fois supérieure à celle entre la Terre et le Soleil. Si cette planète candidate est confirmée, elle se situerait dans la zone habitable d'Alpha Centauri A. Ce serait la planète la plus proche, la plus froide, la plus ancienne et la moins massive jamais observée directement au-delà de notre système solaire. Les articles décrivant cette découverte ont été acceptés pour publication dans la revue Astrophysical Journal Letters. Cette découverte a été accueillie avec un enthousiasme et une prudence immense, car sa confirmation reste en suspens. L'histoire de cette détection est instructive. La première observation a eu lieu en août 2024. L'équipe a ensuite effectué 2 observations de suivi en février et avril 2025. Dans les 2 cas, la planète candidate n'a pas été retrouvée. Il avait apparemment disparu. Mais des simulations informatiques de millions d'orbites potentielles ont révélé que dans environ 52% des configurations orbitales gravitationnellement stables, la planète aurait été trop proche d'Alpha Centauri A pour être distinguée de l'éclat de l'étoile pendant ses fenêtres de suivi. Cette disparition ne constituait pas une preuve contre l'existence de la planète. Cela correspondait à un monde sur une orbite elliptique qui s'était simplement déplacé derrière ou devant son étoile, par rapport à notre ligne de visée. L'équipe a également intégré une observation prometteuse de 2019 réalisée par le très grand télescope de l'Observatoire européen austral, ESO, qui avait détecté une source ponctuelle candidate à une position légèrement différente près d'Alpha Centauri A. Si les 2 détections représentent le même objet observé à différents points de son orbite, les données combinées suggèrent une planète de la masse de Saturne avec une période orbitale d'environ 1,5 à 2,5 ans et une excentricité orbitale d'environ 0,4. Ce candidat n'est pas confirmé. Il pourrait s'agir d'un artefact instrumental, d'un amas de poussière zodiacale ou d'une aberration statistique. Les chercheurs eux-mêmes prennent soin de le décrire comme une piste candidate et non comme une découverte. La prochaine occasion de vérifier cette découverte se présentera en août 2026, lorsque la planète, si elle existe réellement, devrait réapparaître dans une position détectable par le télescope spatial James Webb. Si cela se produit, cette confirmation serait historique. Dans le cas contraire, le candidat risque de rejoindre la longue liste des signaux prometteurs qui ont finalement disparu dans le bruit de fond. Mais la simple plausibilité de cette découverte transforme la dimension émotionnelle du problème de la distance. Alpha Centauri n'est plus seulement le système stellaire le plus proche, de manière abstraite. Il pourrait contenir une géante gazeuse orbitant dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil. Et là où les géantes gazeuses orbitent dans des zones habitables, des lunes peuvent exister. Des lunes dotées d'une atmosphère, des lunes avec de l'eau liquide, des lunes possédant les ingrédients bruts nécessaires à la chimie qui, sur au moins une planète connue, a fini par donner naissance à la vie. Il ne s'agit pas de spéculations sur des galaxies lointaines ou des systèmes stellaires exotiques situés à des centaines d'années-lumière. Voici le système stellaire voisin, celle que l'on peut voir à l'œil nu par une nuit claire du sud, celle dont la lumière met 4 ans à atteindre votre rétine, et le télescope spatial James Webb nous révèle qu'il pourrait abriter un système planétaire bien plus riche et complexe que nous le pensions. Proxima Centauri, l'étoile individuelle la plus proche, abrite déjà au moins 2 planètes confirmées. Proxima Centauri B, découverte en 2016, a à peu près la taille de la Terre et orbite dans la zone habitable de son étoile, la région où l'eau liquide pourrait théoriquement exister à la surface d'un corps rocheux. Proxima Centauri D, un monde beaucoup plus petit avec une masse d'environ 1/4 de celle de la Terre,
a été détectée en 2022 et confirmée en 2025. Une troisième planète, Proxima Centauri C, une possible super-Terre ou mini-Neptune orbitant beaucoup plus loin, a été proposée, mais reste controversée en 2025, les observations du spectrographe NIRPIS n'ayant pas permis de la confirmer. Mais même le plus prometteur de ces mondes, Proxima Centauri B, est entaché d'incertitudes scientifiques qu'aucun télescope ne peut pleinement résoudre à une distance de 4,24 années-lumière. La planète orbite bien dans la zone habitable de Proxima Centauri, mais la zone habitable est un terme défini uniquement par la température, c'est-à-dire la gamme de distance orbitale où l'eau liquide pourrait exister sur une surface rocheuse compte tenu de certaines hypothèses atmosphériques. Cela ne dit rien sur la présence d'eau liquide, d'une atmosphère ou de toute autre condition nécessaire à la vie sur cette planète. Et dans le cas de Proxima B, il existe de sérieuses raisons de douter que ce soit le cas. Proxima Centauri n'est pas une étoile calme et stable comme notre Soleil. Il s'agit d'une étoile naine rouge de type M, l'un des types d'étoiles les plus actifs magnétiquement connus. Elle produit régulièrement de violentes éruptions, des explosions soudaines qui peuvent multiplier par plusieurs la luminosité de l'étoile en quelques minutes et baigner l'espace environnant d'un rayonnement ultraviolet et de rayons X intenses. En 2018, des astronomes ont détecté une super éruption solaire provenant de Proxima Centauri, environ 10 fois plus énergétique que les éruptions solaires les plus puissantes jamais enregistrées sur notre Soleil. Ces événements ne sont pas rares. Elles se produisent plusieurs fois par an, parfois plusieurs fois par mois. Toute planète orbitant suffisamment près de Proxima Centauri pour recevoir une chaleur suffisante pour que l'eau y soit liquide est également suffisamment proche pour être irradiée de manière répétée par ces éruptions. Les conséquences sur l'habitabilité sont graves. Un rayonnement ultraviolet intense peut détruire les molécules organiques à la surface d'une planète. Les éruptions de rayons X répétés peuvent éliminer les gaz atmosphériques sur des échelles de temps géologiques, érodant ainsi toute couche protectrice dont une planète aurait pu être dotée à ses débuts. Les modèles informatiques simulant l'évolution atmosphérique à long terme de Proxima B suggèrent que la planète aurait pu perdre entièrement son atmosphère au cours des premiers centaines de millions d'années de son existence, ne laissant qu'une roche irradiée et nue, sans aucune protection contre l'environnement radiatif extrême. Certains modèles permettent la survie atmosphérique dans des conditions spécifiques, comme un champ magnétique planétaire puissant ou une atmosphère initiale exceptionnellement épaisse, mais ces conditions restent hypothétiques. Nous ignorons si Proxima B possède un champ magnétique. Nous ignorons à quoi ressemblait son atmosphère initiale. Nous ignorons s'il reste aujourd'hui une quelconque atmosphère. Il y a aussi le problème du verrouillage des marées. Étant donné que Proxima B orbite très près de son étoile, effectuant une orbite complète en environ 11 jours, les interactions gravitationnelles ont presque certainement synchronisé sa rotation avec son orbite. Cela signifie qu'un hémisphère est constamment tourné vers l'étoile, baigné dans une lumière éternelle, tandis que l'hémisphère opposé est plongé dans l'obscurité éternelle. Le contraste de température entre les deux côtés pourrait être extrême, une chaleur torride du côté jour et un froid glacial du côté nuit. La question de savoir si la circulation atmosphérique pourrait redistribuer la chaleur de manière suffisamment efficace pour maintenir des conditions habitables sur une partie de la surface reste ouverte, et les modèles atmosphériques y répondent différemment selon leurs hypothèses. Voici l'évaluation scientifique honnête de Proxima Centauri B, en date de 2026. Il s'agit d'une planète de la taille de la Terre, située dans la zone habitable de l'étoile la plus proche, et il pourrait s'agir d'un rocher stérile, dépourvu d'atmosphère, cuit par le rayonnement stellaire d'un côté et complètement gelé de l'autre. Il pourrait aussi s'agir d'un monde doté d'une atmosphère dense, de systèmes météorologiques actifs et de eau liquide à sa surface. Nous ne savons pas. Les données que nous pouvons recueillir depuis la Terre, même avec les télescopes les plus puissants disponibles, ne permettent pas de trancher définitivement entre ces deux scénarios. Résoudre cette question nécessite presque certainement des observations de l'intérieur du système, effectuées par une sonde suffisamment proche pour analyser directement l'atmosphère, la surface et l'environnement magnétique de la planète. C'est la dimension la plus cruelle du problème de la distance. La planète potentiellement habitable la plus proche
est peut-être habitable ou non, et le seul moyen d'en être certain est de traverser 40 billions de kilomètres d'espace vide pour aller observer. On peut répondre à cette question. La distance rend toute réponse impossible d'ici. Ainsi, le système stellaire le plus proche de notre Soleil contient au minimum 2 planètes confirmées autour de Proxima Centauri et une planète candidate sérieuse autour d'Alpha Centauri A. Il pourrait y en avoir davantage. Les relevés de vitesse radiale ont imposé des contraintes de plus en plus strictes sur les planètes non détectées dans le système, excluant les grands mondes dans de nombreuses configurations orbitales, mais les limites de sensibilité laissent encore de la place pour des planètes telluriques plus petites que les instruments actuels ne peuvent pas détecter. Le système Alpha Centauri pourrait abriter toute une famille de mondes, certains rocheux, d'autres gazeux, certains potentiellement habitables, tous en orbite au sein d'un système stellaire situé pratiquement à notre porte cosmique. Nous pouvons voir ces mondes, nous pouvons mesurer leur masse, nous pouvons contraindre leurs orbites. Au cours de la prochaine décennie, nous pourrons peut-être caractériser leur atmosphère grâce à la spectroscopie, en recherchant des signatures chimiques comme l'oxygène, le méthane, le dioxyde de carbone ou la vapeur d'eau qui pourraient indiquer une activité biologique. Le télescope spatial James Webb et ses successeurs, notamment le télescope spatial Nancy Grace Roman, dont le lancement est prévu en 2027, sont spécifiquement conçus pour ce type de travaux. L'époque où l'on étudiera les atmosphères des exoplanètes du système Alpha Centauri n'est pas une utopie lointaine. Ça commence maintenant. Et c'est précisément là que la distance devient non seulement un obstacle, mais aussi une source de frustration quasi existentielle. Nous pouvons voir les planètes, nous pouvons les étudier de loin, nous pouvons connaître leurs dimensions, leurs orbites, leur température, et peut-être même la composition de leur atmosphère. Mais nous ne pouvons pas leur rendre visite. Avec les technologies actuelles, il est impossible d'envoyer une sonde qui arrive à destination du vivant d'un être humain. Nous ne pouvons pas faire atterrir un instrument sur leur surface. Nous ne pouvons pas prélever d'échantillons de leur sol, ni de leur atmosphère. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude si l'un de ces mondes abrite la vie, car la détection définitive du vivant nécessite presque certainement d'être sur place, dans un système doté d'instruments suffisamment sensibles pour analyser la chimie de surface ou les océans sous-marins à courte distance. L'univers a placé des mondes potentiellement habitables à l'adresse stellaire la plus proche possible, puis a entouré cette adresse de 40 billions de kilomètres de vide infranchissables. L'invitation est visible. La porte est verrouillée. Cette tension entre visibilité et accessibilité n'est pas propre à Alpha Centauri, mais elle y est plus aiguë car les enjeux y sont les plus importants. Alpha Centauri est le terrain d'expérimentation. Si nous ne pouvons pas atteindre le système stellaire le plus proche, nous ne pourrons atteindre aucun système stellaire. Toutes les autres cibles du catalogue interstellaire sont plus éloignées, la plupart d'entre eux beaucoup plus loin. L'étoile de Barnard, le système stellaire unique le plus proche après elle, se situe à environ 6 années-lumière, presque 50% plus loin que Proxima Centauri. Wolf 359 se trouve à environ 7,9 années-lumière de distance. Lalande 2185 se situe à plus de 8 années-lumière. Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel et un système qui fascine les astronomes depuis des millénaires, se situe à 8,6 années-lumière, soit plus du double de la distance qui la sépare d'Alpha Centauri. Et ce sont encore nos voisins stellaires immédiats. L'étoile la plus proche possédant une planète semblable à la Terre dans sa zone habitable, autre que Proxima Centauri B, pourrait facilement se situer à des dizaines, voire des centaines d'années-lumière. La galaxie mesure 100 000 années-lumière de diamètre. L'immense majorité de ces 400 milliards d'étoiles sont séparées de nous par des distances qui font paraître les 4,24 années-lumière d'Alpha Centauri comme une simple erreur d'arrondi. Si l'étoile la plus proche nécessite déjà 74 000 ans au rythme actuel ou des investissements énergétiques à l'échelle d'une civilisation à des rythmes avancés, alors la galaxie au sens large n'est pas une frontière. C'est une prison. Les barres sont constituées de distances et elles sont espacées d'années-lumière. C'est la prise de conscience que la distance à Alpha Centauri impose finalement. La galaxie n'est pas un réseau dense de destinations proches qui attendent d'être explorées. C'est un océan de vide parsemé de minuscules îles dispersées,
séparés par des gouffres que la lumière elle-même met des années à traverser. Les chiffres le confirment avec une clarté troublante. La distance moyenne entre les étoiles voisines dans notre région de la Voie lactée est d'environ 4 à 5 années-lumière. La distance d'Alpha Centauri n'est pas une anomalie. C'est typique. L'étoile la plus proche se trouve être à peu près à la même distance que les étoiles le sont généralement les unes des autres dans cette partie de la galaxie. Il n'y a pas d'option plus proche cachée derrière un nuage de poussière. Il n'existe aucun voisin stellaire secret à une demi-année-lumière que les relevés topographiques auraient manqué. La densité des étoiles dans le voisinage solaire est ce qu'elle est, et elle place même les plus proches voisines à des distances qui dépassent tout ce que l'expérience humaine peut expérimenter. Plus on se rapproche du centre galactique, plus la densité stellaire augmente. Les étoiles situées dans les régions centrales de la Voie lactée peuvent être séparées par des fractions d'années-lumière. Dans les amas globulaires, la distance moyenne entre les étoiles peut être aussi faible qu'un dixième d'année-lumière. Mais même ces espacements réduits représentent encore des billions de kilomètres. Le noyau galactique et les amas globulaires posent également leurs propres défis. Rayonnement intense, instabilité gravitationnelle et environnement stellaire si hostile que l'habitabilité devient discutable. Les régions stellaires plus denses ne sont pas nécessairement des endroits plus faciles pour effectuer des voyages interstellaires. Ce sont tout simplement des endroits où l'espace entre les îles est légèrement moins vaste. Abordons maintenant l'implication la plus gênante de toutes. Alpha Centauri est la cible interstellaire la plus facile que l'humanité aura jamais. Il ne s'agit pas d'une vision pessimiste. C'est un fait géométrique. Le système stellaire le plus proche est, par définition, celui qui requiert le moins d'énergie, le temps de trajet le plus court et le délai de communication le plus faible pour être atteint. Chaque autre système stellaire nécessite davantage des trois éléments. Si la cible la plus proche dépasse déjà nos capacités, alors la courbe de difficulté des voyages interstellaires ne commence pas par un niveau gérable pour ensuite devenir difficile. Cela commence par être accablant et devient incompréhensible. Imaginez ce qu'impliquerait une mission vers une étoile située à seulement 10 années-lumière. Le temps de voyage à la vitesse de voyager dépasserait 175 000 ans. À 1% de la vitesse de la lumière, environ 1000 ans. À 10% de la vitesse de la lumière, 100 ans. Les besoins énergétiques augmentent linéairement avec la distance pour une vitesse donnée. Ainsi, une mission vers une étoile située à 10 années-lumière nécessite environ 2,4 fois plus d'énergie qu'une mission vers Alpha Centauri à la même vitesse. Le délai de communication double, passant à plus de 20 ans aller-retour. Chaque problème que nous avons déjà examiné, coût énergétique, temps de transit, isolement des communications, dégradation des matériaux, précision de la navigation, s'aggrave proportionnellement. Et 10 années-lumière, c'est encore le voisinage immédiat. L'étoile la plus proche, présentant des caractéristiques très similaires à celles de notre Soleil et susceptible d'abriter un système planétaire comme le nôtre, pourrait se situer à 20 ou 30 années-lumière. Une mission vers une telle étoile à 10% de la vitesse de la lumière prendrait 2 à 3 siècles. Le trajet aller-retour en matière de communication s'étendrait sur 40 à 60 ans. Le budget énergétique serait 5 à 7 fois supérieur à celui d'une mission Alpha Centauri. Nous sommes déjà profondément entrés dans le domaine des échelles de temps multigénérationnelles et des engagements énergétiques multinationaux. Et nous avons à peine quitté le quartier solaire, poussé plus loin. Le bras spiral le plus proche de la galaxie, le bras de Persée, se situe à environ 6000 années-lumière de notre position dans le bras d'Orion. Le centre galactique se situe à 26 000 années-lumière. L'extrémité la plus éloignée de la Voie lactée se situe à environ 50 000 années-lumière au-delà. À 10% de la vitesse de la lumière, la vitesse soutenue la plus optimiste pour tout concept de propulsion sérieusement étudié, un voyage jusqu'au centre galactique prendrait 260 000 ans. Traverser la galaxie entière prendrait environ 1 million d'années. Il ne s'agit pas de temps de trajet. Ce sont des échelles de temps évolutives. Les espèces changent, disparaissent et sont remplacées en moins de temps qu'une traversée de la galaxie à n'importe quelle vitesse que les humains aient sérieusement envisagée. La galaxie n'est pas un lieu que l'on traverse. C'est une structure que l'on habite localement, comme un organisme confiné à un seul système d'organes, au sein d'un corps qui s'étend sur plusieurs continents. Nous pouvons observer le corps entier,
Nous pouvons cartographier sa structure, mesurer sa masse, étudier sa dynamique, mais nous vivons dans un minuscule quartier, et les distances qui nous séparent des autres quartiers sont si extrêmes qu'elles imposent une sorte de quarantaine cosmique. Non pas une quarantaine imposée par une quelconque autorité, mais une quarantaine imposée par la géométrie même de l'espace. Voilà ce que nous enseigne Alpha Centauri, et c'est une leçon qu'aucun optimisme technologique ne saurait atténuer complètement. L'univers est structuré de telle sorte que l'observation est facile, et la visite presque impossible. Nous pouvons observer des étoiles à travers toute la galaxie avec des télescopes modestes. Nous pouvons détecter des planètes autour d'étoiles situées à des centaines d'années-lumière. Nous pouvons étudier les atmosphères de mondes situés dans d'autres systèmes solaires grâce à la spectroscopie. Nous pouvons capter les signaux radio provenant de civilisations potentielles situées à des milliers d'années-lumière. Voir est relativement facile. L'univers est généreux en photons, mais atteindre leur cible est une toute autre affaire. Les photons sont sans masse. Ils se déplacent par défaut à la vitesse de la lumière. L'envoi et la réception sont gratuits. Les engins spatiaux ne sont pas des photons. Ils ont une masse. Ils ont besoin d'énergie pour accélérer. Ils transportent des instruments qui se dégradent, des structures qui vieillissent et, s'ils sont rudimentaires, des êtres humains qui ont besoin de nourriture, d'eau, d'air et de stabilité psychologique. Le coût de l'envoi d'un objet physique à travers les distances interstellaires n'est pas comparable au coût de la réception de la lumière provenant de cette même distance. L'asymétrie est stupéfiante. Nous pouvons photographier une planète autour d'Alpha Centauri à l'aide d'un télescope qui coûte 10 milliards de dollars et orbite à 1 million de kilomètres de la Terre. Nous ne pouvons pas visiter cette planète, même pour une somme d'argent imaginable à l'heure actuelle. Cette asymétrie comporte une dimension philosophique qu'il convient de reconnaître, même s'il faut l'aborder avec retenue. L'univers semble avoir été construit ou avoir évolué par des processus naturels, de manière à maximiser la visibilité de son contenu tout en minimisant l'accès à celui-ci. Les étoiles diffusent leur lumière dans toutes les directions pendant des milliards d'années. Les planètes se révèlent par leur transit, leurs oscillations gravitationnelles et leurs émissions infrarouges. Les galaxies sont visibles sur des milliards d'années-lumière. Le fond diffus cosmologique conserve une image de l'univers tel qu'il existait il y a 13,8 milliards d'années. L'information circule librement à travers le cosmos à la vitesse de la lumière, mais la matière, elle, ne circule pas de la même manière. La matière est confinée à son puits gravitationnel local, à moins qu'une énergie énorme ne soit dépensée pour la déplacer ailleurs. Le coût énergétique du déplacement de matière entre les étoiles est si extrême qu'il divise fonctionnellement la galaxie en zones isolées, chacune centrée sur une seule étoile ou un seul système stellaire, chacune séparée de ses voisines par des vides transparents à la lumière mais opaques aux engins spatiaux. Si vous deviez concevoir un univers destiné à contrarier les civilisations interstellaires tout en récompensant les astronomes interstellaires, vous ne pourriez guère faire mieux que celui dans lequel nous vivons. Le ciel regorge de destinations. L'espace entre eux est vide. Vous pouvez regarder où vous voulez. Vous ne pouvez aller presque nulle part. Alpha Centauri illustre cette vérité plus clairement que tout autre objet du ciel, précisément parce qu'il s'agit de l'étoile la plus proche. Il s'agit du point de données correspondant au minimum extrême de la fonction de distance. C'est le cas le plus favorable, la version la plus douce du problème des distances interstellaires. Celui que tous les autres systèmes rendent plus difficile et qui est déjà, selon tous les critères d'ingénierie disponibles, hors de notre portée. Cela ne signifie pas que les voyages interstellaires sont définitivement impossibles. La physique ne l'interdit pas. La vitesse de la lumière permet de parcourir 4,24 années-lumière en seulement 4,24 ans. Et la dilatation du temps à des vitesses relativistes peut comprimer l'expérience subjective du voyage pour les voyageurs à bord du vaisseau spatial. Il n'existe aucune loi physique fondamentale qui interdise à un vaisseau spatial d'atteindre Alpha Centauri. Il n'y a que la réalité pratique. Y parvenir exige de l'énergie, de l'ingénierie et un engagement institutionnel à une échelle qu'aucune civilisation humaine n'a jamais démontrée. Peut-être qu'une civilisation future les démontrera. Peut-être que des avancées majeures dans le domaine de la fusion nucléaire, de la production d'antimatière, du stockage d'énergie, de la propulsion laser
ou d'une physique que nous n'avons pas encore découverte, modifieront suffisamment la donne pour rendre une mission réalisable. Il serait arrogant de déclarer le problème insoluble alors que l'histoire de la technologie est jalonnée de déclarations d'impossibilité péremptoires qui ont été par la suite démenties. Mais il serait tout aussi arrogant de supposer que le problème se résoudra de lui-même simplement parce qu'il nous gêne. Les distances entre les étoiles ne constituent pas des défis d'ingénierie au même titre que la construction d'un pont ou le lancement d'un satellite. Elles sont des conséquences de la géométrie fondamentale de l'univers, déterminée par la densité de matière dans le disque galactique. L'espacement moyen de la formation stellaire et la limite de vitesse imposée par la relativité. Ce ne sont pas des paramètres que la technologie peut ajuster. Ce sont des conditions limites dans lesquelles toute technologie doit fonctionner. Alpha Centauri se situe à 4,24 années-lumière. Cette distance n'a pas été choisie par la nature pour être pratique ou gênante pour l'exploration humaine. Il s'agit tout simplement de la distance à laquelle l'étoile la plus proche s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, dans une région de la galaxie où les densités stellaires sont ce qu'elles sont. La distance ne transmet aucun message. Cela n'implique aucune intention. Elle est indifférente à l'ambition humaine. Et cette indifférence est peut-être la chose la plus importante que la distance nous enseigne. L'univers n'adapte pas son échelle aux capacités de ses habitants. Elle ne dispose pas les étoiles à intervalles accessibles pour la commodité des civilisations qui se développeraient par hasard sur l'un de ces billions de mondes rocheux. L'espacement entre les étoiles est une réalité physique et non un élément de design. Que nous trouvions ce fait exaltant ou terrifiant dépend de nos attentes et non de l'univers. Ce qui est certain, c'est ceci. La distance qui nous sépare d'Alpha Centauri n'est pas simplement un grand nombre. C'est une affirmation sur le type de cosmos que nous habitons. Un cosmos où la lumière circule librement, mais où la matière est piégée. Là où l'information circule à 300 000 km par seconde, mais où les vaisseaux spatiaux se déplacent à une vitesse de 17 km/s. Là où l'étoile la plus proche brille intensément dans le ciel austral. Assez près pour être vue à l'œil nu. Assez loin pour vaincre toutes les machines jamais construites par l'humanité. Et le plus terrifiant, ce n'est pas la distance elle-même. 40 billions de kilomètres, ce n'est qu'un chiffre. Un nombre peut être écrit sur une page, prononcé à voix haute, converti d'une unité à une autre. Ce qui rend la distance terrifiante, c'est le contexte. Il ne s'agit pas de la distance qui nous sépare d'un avant-poste stellaire isolé et obscur, situé à l'autre bout de la galaxie. Il s'agit de la distance à l'étoile la plus proche. Le plus proche, la ligne de départ, le cas le plus simple, le sol. Tout ce qui se trouve au-delà d'Alpha Centauri est plus loin. Toute autre destination interstellaire, sans exception, exige plus d'énergie, plus de temps, plus d'isolement, plus de risques et plus d'engagement qu'un voyage vers le système stellaire le plus proche de nous. Si le sol est déjà aussi haut, le plafond est invisible. Voilà ce que révèle Alpha Centauri. Pas seulement une distance, mais une vérité sur l'architecture de la galaxie. Les étoiles sont suffisamment proches pour être étudiées, ils sont suffisamment loin pour être humbles. Et le plus proche de tous, brillant dans le Centaure comme un phare, est déjà si éloigné que franchir cet écart constituerait le plus grand exploit physique de l'histoire de toute civilisation qui l'aurait accompli. 4,2 années-lumière, 40 billions de kilomètres, 25 billions de miles, 268 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil, 74 000 ans à la vitesse de voyager, plus de 400 ans à 1% de la vitesse de la lumière, 21 ans à 20% de la vitesse de la lumière, en utilisant une technologie qui n'existe pas encore, transportant une charge utile mesurée en grammes pour un survol d'une durée de plusieurs heures, avec un signal de retour arrivant 4 ans plus tard. C'est l'étoile la plus proche. C'est la cible la plus facile. C'est le début de l'espace interstellaire et c'est déjà presque incompréhensible.